souhaiter le bonsoir, la bonne estreigne et une bonne santé. Oui, bon là je viens de vous dire bonsoir en français du XIIIe siècle. Donc je vois que ça marche pas en VO, alors je vais le faire en VF. Bonsoir. Je suis appelé Guilherme de Blanchegarde, sire Guilherme de Blanchegarde. Et je suis chevalier. C'est chevalier. Bon, je suis brillé. En plus, j'ai même pas le costume. Bon, en fait, je m'appelle Jean-Philippe. Et je suis intervenant pédagogique en histoire médiévale. Avec mes élèves, je fais de l'histoire, mais je ne donne pas une leçon d'histoire. Quand je dis que je fais de l'histoire, c'est-à-dire qu'avec les élèves, je propose un sujet de réflexion. Et ensemble, on va travailler sur ce sujet-là. Quand je dis ensemble, c'est-à-dire que je vais leur amener une méthodologie de travail, des sources, des écrits, on va même carrément déchiffrer des manuscrits, et puis ensemble on va en faire l'analyse, parfois même la critique de ces sources-là, parce que parfois les sources elles sont contradictoires, et ça aboutit à une restitution, une argumentation. Alors moi ce que je trouve de sympa, c'est de le faire de manière théâtralisée. Ça permet de donner un point de vue en fait, le point de vue de mon personnage. Mon personnage qui est Guilherme de Blanchegarde, sire Guilherme de Blanchegarde, et qui est un chevalier. Alors la question qui pourrait se poser c'est pourquoi un chevalier? Bon évidemment, alors c'est le personnage dominant, mâle, blanc, position sociale élevée, tout ça. Non, il y a d'autres raisons à ça. Alors il y en a trois en fait. La première, c'est peut-être la plus évidente, je sais pas, et peut-être vous l'avez deviné cette raison-là. Pourquoi est-ce que j'incarne un chevalier pour parler Moyen-Âge? Vous avez une idée? Le stéréotype, tout à fait, c'est ça. C'est le personnage emblématique de cette période-là. En fait, si vous allez faire un sondage, un micro-trottoir, et que vous demandez aux gens quel est pour vous le personnage qui incarne le Moyen-Âge, vous aurez à peu près 70% de réponses instinctives, le chevalier. La deuxième raison pour laquelle j'incarne un chevalier, c'est parce que c'est par la pratique conjuguée du maniement de l'épée, des jeux de rôle et de ma passion pour le hard rock et le métal que j'en suis venu à incarner un personnage de chevalier. Alors l'épée, ouais. L'épée, ça paraît évident aussi, parce que quand vous incarnez un personnage, c'est quand même bien d'avoir une pratique en rapport avec votre personnage. Tu vois. Par exemple, moi je suis nul en bricolage, tu vois. Et j'aurais incarné un forgeron, tu vois, par exemple, j'aurais pas tenu la distance 5 minutes, quoi. Enfin, je me tape sur les doigts, épouvantable. Et donc, la pratique de l'épée, donc ça m'a vachement aidé pour incarner ce personnage-là, quoi. Le jeu de rôle, on peut voir à peu près, quoi. Donjons et dragons, donc princesse, chevalier, tout ça, tout ça. Et alors, pour le métal, c'est une surprise, je vous laisse ça pour plus tard. Mais en fait, la véritable raison pour laquelle j'incarne un chevalier, elle est plus intime. Et elle s'est sans doute jouée l'année de ma naissance. Les contestations à l'heure actuelle, elles portent à un niveau global. 1968, c'est l'assassinat de Martin Luther King. Et ce qu'on craint surtout, c'est une explosion de colère à travers toutes les communautés noires des États-Unis. 1968, il y a la guerre au Vietnam. 1968, les Jeux Olympiques de Mexico. Carlos et Smith lèvent un poing ganté de noir en faveur de la cause de leurs frères afro-américains. 1968, c'est le printemps de Prague. Prague s'est installée dans la résistance à l'occupant. On ne veut pas détruire Et sa répression violente. Le vêtement maculé de sang d'un Pragois tué lors de l'arrivée des Russes. On veut seulement l'améliorer, accélérer le mouvement vers un socialisme, vers un communisme. 1968 en Afrique, il y a plus d'1 million de morts. Un génocide est en cours. Des centaines de milliers de gens sont morts de faim ou ont été massacrés. Et un coup d'État au Mali. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui est en cause, mais une certaine idée qu'on s'est fait de l'homme. 1968 en France, C'est l'affrontement. dans les lycées,
les comités d'action lycéens réclament une transformation de l'enseignement de l'histoire. Il est clair que ce qu'il s'agit de reprendre, ce sont des cours. Ce ne sont pas des manifestations de violence dans les amphithéâtres. Fasciste, réactionnaire, c'est un système périmé. Ouais, l'histoire d'ailleurs, c'est une matière du par cœur. C'est vrai qu'il est aliénant à l'époque, ce programme d'histoire, en ligne droite, comme ça, avec ces dates qu'on égrène comme un chapelet, on dirait presque du catéchisme. Non, ce que veulent les lycéens, les lycéennes, les étudiants de l'époque, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir se saisir des documents pour en faire l'analyse et la synthèse. Ils veulent du pouvoir d'agir sur ce monde. Ils veulent du pouvoir d'agir. Et puis ils en ont marre du roman national pré-marché, là. Non, ce qu'ils veulent dans leur livre blanc, c'est une autre histoire. Alors tous ces événements-là, vous pouvez les retrouver aujourd'hui dans les manuels scolaires d'histoire. Mais il y a tout un tas d'événements qui font l'histoire et qui ne sont pas présents dans les manuels scolaires d'histoire. Par exemple, pour moi, 1968, c'est... la naissance du heavy metal. Avec ce morceau-là, Born to be Wild, né pour être sauvage, pour être libre, pour être rebelle. Et ben voilà, moi je suis né cette année-là. Alors j'ai l'impression de porter sur mes épaules un peu l'héritage de cette période de révolution, de lutte contre les formes de domination, de discrimination. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à devenir une espèce de chevalier des causes perdues. Ouais. Et alors dans les causes perdues, pour moi, il y a l'enseignement de l'histoire en France. Ah c'est perdu de chez perdu comme cause. Hein. D'abord parce que je pense qu'il y a des urgences politiques, sociales, sociétales et environnementales un peu plus importantes que sauver l'histoire scolaire en France, tu vois. Et puis surtout, on va faire un petit sondage quand même, pour voir un peu comment ça se passe ici à Comana. Alors, qui dans cette salle, sans en avoir fait forcément son métier ou son loisir principal, qui dans cette salle s'intéresse de près ou de loin à l'histoire, levez la main. C'est pas mal déjà. Alors, celles et ceux qui n'ont pas levé la main, vous allez passer quand même 1h30 à vous emmerder. Quand même. Et puis surtout, si vous n'avez pas levé la main, c'est peut-être parce que on n'a pas vraiment la même définition de l'histoire. Parce que en fait, vous vous intéressez forcément à l'histoire. Parce que vous vous intéressez forcément à un sujet dans votre vie. Et à partir du moment où vous vous intéressez à un sujet, que ce soit, je sais pas moi, un sport, un art, un artisanat, de la politique, ce que vous voulez, forcément ce sujet-là, il a une histoire, et si vous vous intéressez vraiment à ce sujet-là, vous allez voir son histoire. Mais vous avez vu quand même que la plupart, instinctivement, pensent qu'on s'intéresse à l'histoire. Deuxième question, qui dans sa globalité, je veux dire, tu vois, tout au long de sa vie scolaire, là, pas juste une année parce qu'il a eu un super prof, tu vois, tout au long de sa vie scolaire a aimé ses cours d'histoire à l'école, levez la main. A aimé ses cours d'histoire à l'école. Tu vois, voilà, c'est une cause perdue, quoi. Ah ouais. Non, mais t'as une histoire, là. Je vais vous rassurer, moi, à l'école, j'ai détesté l'histoire. Quand je dis que j'ai détesté l'histoire, ça veut dire que, premièrement, j'en ai aucun souvenir positif. Aucun. Et deuxièmement, la première année où j'ai passé le bac, j'ai eu comme note à l'épreuve d'histoire-géographie 0,5. Un demi-point. Et là, vous devez vous dire que je suis un peu con, parce que j'en ai fait plus tard mes études et même mon métier, tu vois. Mais là où j'étais très con, c'est qu'il y a quelques années de ça, je vais commencer à me poser des questions sur le sens de ma vie professionnelle, de ma pratique professionnelle. Faites pas ça. Quel que soit votre métier. Non, mais vous ne posez pas de questions sur le sens de votre pratique professionnelle. C'est un coup à finir en dépression, quoi. Et voilà. Moi, c'est ce qui m'est arrivé parce que j'en suis venu à me poser la question qu'il fallait pas. C'était comment ça se fait que la plupart des gens s'intéressent à l'histoire, sauf à l'école? Oh putain, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai mené 1 an et demi d'enquête, 18 mois d'enquête. Je suis retourné sur les bancs du lycée, parce que je voulais pas être hors sol. Ça fait 40 ans que j'ai pas mis les bancs, le cul sur un banc d'école, donc il fallait que je voie comment on pratiquait aujourd'hui l'enseignement de l'histoire vraiment. Donc j'ai vécu des cours d'histoire. Je me suis toujours autant fait chier d'ailleurs, mais j'ai interviewé des élèves, des profs,
j'ai lu des bouquins, des rapports, écouté des podcasts, je suis allé sur YouTube, sur TikTok, et au final, tout ça pour me rendre compte de quoi? Que l'histoire qu'on nous enseigne depuis 140 ans, c'est-à-dire depuis la création de l'école publique, n'est pas de l'histoire, mais un gigantesque réservoir à fantasmes. Un super outil pour se la raconter, en fait. Et surtout, un super outil pour conserver les rapports de domination. Domination de genre. Et la place des femmes dans l'histoire scolaire. La place des femmes dans l'histoire scolaire. Attends. À part Jeanne d'Arc et Olympe de Gouges, jetées en pâture aux féministes, tu vois. Histoire qu'elles la ferment, quoi. Donc, totalement invisibiliser les femmes dans l'histoire scolaire. Domination sociale. On enseigne une histoire par le haut. C'est l'histoire des grands hommes blancs. C'est l'histoire des rois, quoi. C'est le temps des rois. En gros, t'as des rois, ils sont tout seuls. T'as l'impression qu'il y a 5-10 millions de population, mais ils sont totalement invisibilisés. On ne fait plus d'histoire sociale à l'école. Et alors aussi, domination ethnique. J'entends par là que, à mon époque, on n'enseignait pas la décolonisation, hein, encore moins la guerre d'Algérie. Maintenant, on le fait. Mais quand on enseigne la décolonisation, c'est toujours du point de vue de la critique du dominant, mais jamais du pouvoir d'agir des dominés. C'est comme si pendant 150 ans, tu avais des dizaines, des centaines de millions de Noirs et d'Arabes qui étaient en fait des grands enfants, comme ça, craintifs, comme ça, devant le colon. Ah, au secours, ça y est, ils sont partis. Ouais, bon, c'est bien, on va pouvoir mettre notre propre merdier, quoi. Totalement invisibiliser les révoltes, etc. Et alors tout ça, hein, malgré le fait que depuis plus d'un demi-siècle, les élèves, les profs, les pédagogues et toutes les études sur le sujet réclament une autre histoire. Vous voyez que c'est une cause perdue. En fait, c'est tellement une cause perdue que cette conférence gesticulée, je l'ai commencée il y a 6 ans. Je l'ai jouée 2-3 ans et puis j'ai fini par arrêter. J'ai arrêté parce que ça intéressait personne. On ne peut rien faire. Vous allez voir, c'est très dépressif. Et puis, il y a 1 an et demi de ça, il y a eu les législatives. Et vous allez comprendre, tout au long de cette conf, là, en fait, je fais tout un tas de trucs très cons dans ma vie. Et le truc très con que j'ai fait, là, sur ce coup-là, je me suis mis à éplucher les programmes des différents partis pour voir, en cas de victoire, ce qu'ils allaient réserver à l'enseignement en général et à l'enseignement d'histoire en particulier, quoi. Mais pas le flyer qu'on a tous dans nos boîtes aux lettres, là. Je parle des programmes, c'est des trucs de 80 pages, tu vois. Oh putain, ce que j'ai pu dedans m'a glacé le sang, vraiment. Mesdames, messieurs, glacé le sang. Déjà que je trouvais que c'était pas brillant. Alors je me suis dit que il y avait une espèce d'urgence à vous faire partager tout ça. Donc si vous voulez bien, c'est ce qu'on va faire. Je vais vous retracer cette année et demie d'enquête et ce à quoi elle a abouti. Donc je vais vous amener dans mon sub. Ça va? Vous êtes prêts? Ouais, merci. Dépression collective. Ouais, c'est ça. Le point de départ de cette enquête, c'est la consultation Mérieux. Philippe Mérieux est un pédagogue, un spécialiste des sciences de l'éducation et de la pédagogie, un chercheur qui, en 1997-98, sous le gouvernement Jospin, se retrouve à la tête d'une gigantesque consultation sur le thème de « Quel savoir enseigner dans les lycées ?» Et là, il va faire un truc pas banal pour un homme sachant, comme on dit. Il va envoyer un questionnaire directement aux principaux intéressés, c'est-à-dire les lycéennes et les lycéens. Donc il va envoyer directement 3 millions de questionnaires. Et il va recevoir, tenez-vous bien, 2 300 000 réponses. Ah, c'est pas le petit sondage à la con qu'on vient de faire. Hein. On parle de 2 300 000 réponses. Vous imaginez le bordel que ça a été à dépouiller? La plupart des questions étaient ouvertes en plus. À l'époque, la droite avait hurlé au scandale sur l'air de « Comment on ose demander à l'apprenant ce qu'il pense du sachant ?» C'est vrai que les questions, en plus, tournaient autour de l'ennui au lycée. Et alors à la question « Qu'est-ce que vous jugez important d'apprendre au lycée, mais qui vous ennuie ?» L'histoire arrive massivement en tête. Question suivante. Pensez-vous qu'il y a un remède possible à cet ennui et si oui, lequel? Les réponses vont dans le sens de une histoire moins scolaire, moins centrée sur l'examen. Et à la question, pourquoi cette matière vous paraît-elle tout de même importante? Les réponses vont dans le sens de pour notre vie personnelle, pour comprendre la politique aujourd'hui.
Putain, quand j'ai découvert ça, moi qui pensais, comme la plupart des adultes, peut-être dans cette salle, que les jeunes n'en ont rien à foutre de la politique. Et puis alors, dans les phrases, dans les espaces d'expression libre, il y a cette phrase, moi, qui m'a interpellé, c'est le monde ne s'arrête pas à la vieille Europe. La planète entière est notre univers, et l'Occident n'est pas notre borne. Des gamins de 17 ans. Je sais pas si tu étais capable d'écrire comme ça à 17 ans. Moi, j'avais pas cette plume. Hein. Non. Alors, bien sûr, à 17 ans, j'étais peut-être un petit peu politisé. Je suis d'accord. Okay. Mais moi, surtout dans ma chambre, devant mon miroir, ce que je voulais, c'était devenir une star du hard rock. Tiens. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between the good and the bad. See the blind man, he's shooting at the world, the bullets flying, oh, taking toll. Le responsable, c'est mon grand frère, Olivier. Ah oui, Olivier, il a 7 ans de plus que moi. Alors il me biberonne depuis tout petit avec la musique qu'il écoute, le hard rock. Imaginez que ma première émotion musicale, le premier morceau dont j'ai conscience, vraiment, c'est ce morceau-là, Child in Time. Et moi, à l'époque, j'ai 4 ans, alors je l'appelle la chanson du monsieur qui fait le loup. 1975, une réforme de l'éducation nationale menée par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, René Haby. Retenez bien ce nom, René Haby, soulève la colère des jeunes. Manif, slogan, mon frère il milite à fond, moi je veux aider mon grand frère. Alors le seul truc que je trouve à faire, quand ma maman elle m'emmène à l'école, eh ben j'y vais en gueulant moi aussi. Et je gueule comme ça. Haby au cochon, le Larzaco, mouton. Ma mère elle avait super honte, et plus elle avait honte, plus je gueulais. Haby au cochon, le Larzaco, mouton. Et ça c'est mon premier souvenir politique. Pour en revenir aux lycéens de la consultation Mérieux, vous aurez compris que ces jeunes-là pensaient que l'histoire est la matière la plus importante pour leur vie personnelle, mais aussi la plus ennuyeuse. D'ailleurs, 84% vont formuler des critiques contre l'histoire-géographie. Pour eux, c'est une matière bénéfique, utile, mais très chiante. Eux aussi, ils veulent une autre histoire. Alors je me suis dit comme ça, si les étudiants de 68 voulaient une autre histoire, si les étudiants de 98 veulent une autre histoire, et on le verra plus tard, ceux de maintenant veulent aussi une autre histoire, bah, il faudrait proposer une autre histoire. Ouais, seulement, si tu veux pouvoir proposer une autre histoire, bah, il va falloir ça étudier qu'est-ce que c'est que l'histoire, quoi. Parce que, bah, faut savoir de quoi tu parles quand tu étudies un sujet. Donc je propose d'aller voir un peu les fondements de l'histoire scolaire en France, et puis, avec ma passion pour le métal, ben, on va le faire de manière un peu entraînante. Voilà, c'est parti. Avec l'histoire, on a quand même une matière de fou pour que les gamins ils soient transportés en vrai. Enfin, moi, je pense que les finalités, c'est que justement les enfants se posent des questions. j'avais pas envie d'être prof d'histoire, j'avais pas envie d'être contrainte par les programmes et par la manière dont ils sont construits et qu'est-ce que ça amène comme vision en fait de l'histoire. Bon, quelles sont les caractéristiques de l'histoire scolaire en France? En France, je parle. Hein. En France, premièrement, l'histoire est enseignée de manière continue depuis l'école primaire jusqu'au lycée. Et c'est loin d'être le cas dans tous les pays. Deuxième particularité, le programme est impératif, obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut suivre le programme et surtout boucler le programme. Je repère les profs comme ça. Troisième particularité, le programme est national.
C'est-à-dire qu'en fait, les mêmes contenus s'appliquent à tous les établissements, depuis Lille jusqu'à Perpignan, en passant par Carhaix. Quatrième caractéristique, le programme est signé par oui, il y en a eu ça depuis 2022, ministre de l'Éducation nationale. Ça veut dire que ce programme n'est pas neutre politiquement. Voilà. Alors une fois que tu as vu ces caractéristiques-là, il faudrait savoir un peu les finalités, les objectifs, les fondements. En clair, à quoi ça sert à l'État d'enseigner l'histoire aux élèves, quoi. Alors quand vous faites un travail de recherche, vous allez commencer par acquérir de l'information, donc des sources. Voilà. Donc les premières sources d'infos, les plus simples à acquérir, elles sont en ligne, sur le site educ.gouv.fr, et vous allez voir, et vous trouvez donc le bulletin officiel de l'éducation nationale, avec ces fameuses fiches EduScol. Et on y apprend que, pour l'État, enseigner l'histoire sert à, attention, développer le sens critique des élèves. Waouh, trop de la classe. Augmenter leur capacité de réflexion, d'argumentation, de rédaction. Oh, ouais, wow, trop bien. Pouvoir faire de l'analyse, avoir un recul face au discours. Putain, c'est vachement important ça. Surtout en ce moment, quoi. Et enfin, comprendre, agir au présent. Acquérir du pouvoir d'agir. Putain. Non mais sérieux? Attends, je me suis dit, mais c'est tous des gauchos à l'Éducnat, quoi. Blanquer, qui a pondu ce matin. Blanquer, LFI, quoi. Sérieusement. Attends. Elisabeth Borne, ultra-gauche. Ah bon? Attends. Non, c'est pas tout. L'histoire sert également à former des citoyens. La citoyenneté, c'est important. Enseigner le récit national, que certains profs gauchistes appellent encore roman national. Petit coquin, petit coquin. Créer de la cohésion nationale. Alors ça veut dire concilier, réconcilier les différents groupes ethniques et sociaux. Donc réconcilier les patrons et les ouvriers. L'histoire sert à réconcilier les patrons et les ouvriers, les Harkis, les Algériens, voyons voir, les Turcs, les Arméniens, les Juifs sionistes et les Palestiniens. Et enfin, le devoir de mémoire. C'est la petite dernière, celle-là, de loi. C'est les lois mémorielles de 2003 qui rendent obligatoire certains enseignements comme la Shoah, l'esclavage et tout ça. Alors, j'ai pris des sources, donc après avoir observé les sources, je me suis permis de les classer. Parce que pour schématiser, si vous voulez, d'un côté, vous avez les savoir-faire que l'histoire développe, les compétences, et qui, pour moi, appartiennent à une discipline de sciences sociales, une discipline donc scientifique qui s'appelle l'histoire. Voilà. Et l'histoire, quand vous travaillez en histoire, vous avez une méthodologie de travail assez précise, qu'on peut retrouver ici, assez simple, qui est le travail autour du temps, l'appréhension du temps, notamment le temps long de l'histoire, où selon ton sujet, ton temps il est plus ou moins élastique comme ça. Le corps du sujet, évidemment, c'est les sources historiques, donc tu as l'observation des sources, le choix des sources, le tri des sources, et ensuite tu vas faire de la critique des sources, parce que souvent tes sources elles sont contradictoires, tu vois, la plupart du temps, puis ensuite une analyse, et enfin la restitution. C'est l'article ou le bouquin, ou ce que vous voulez, sur le sujet, quoi. Voilà. Donc ça c'est d'un côté, et de l'autre côté, vous avez le contenu, qu'on appelle vulgairement le programme. Alors le programme, ça peut être des périodes. Par exemple, en cycle 3, en CM1, vous avez le temps des rois. Bon. Ça peut être également des événements. En 3e, vous avez la Première Guerre mondiale. Ou ça peut être des thématiques. Par exemple, pouvoir, église et société dans la France féodale du 11e au 13e siècle. Oui, ça sonne comme un sujet de thèse, mais c'est le programme de 5e. Voilà. Alors, une fois donc qu'on a fait ça, là, on va les nommer si vous voulez bien. On va nommer ça, c'est comme pour faire simple si vous voulez. Donc la partie méthodologique, on va appeler ça, si vous voulez bien, la méthode. Voilà. Et le contenu, je vous propose d'appeler ça le contenu. Ouais, on fait simple.
Alors, normalement, en pédagogie, quand tu fais quelque chose, c'est pour acquérir un savoir-faire. Bon, c'est le principe de la pédagogie, quoi. Bon, un exemple. En maths, pardon. Tu fais des maths. Tu veux enseigner le théorème de Pythagore, tu vois. Donc, tu sais, c'est les triangles rectangles, là. Vous voyez? Ça vous parle, ça? Ouais, les triangles rectangles, ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des exos avec des valeurs, comme ça, de triangles rectangles. Puis, au bout d'un moment, bah, tu acquiers la formule et tu es capable de te démerder avec tous les triangles rectangles de n'importe quelle valeur, quoi. Tu vois? Et ben, en fait, ce qui est bizarre, c'est que pour l'histoire, c'est l'inverse, en fait. C'est le contenu qui est obligatoire et sanctionné à l'examen. En clair, ce qu'on te demande, c'est d'apprendre tes 30 exos de triangles rectangles avec leurs valeurs par cœur. Et la formule, elle est laissée un truc un peu fumeux qu'on appelle la liberté pédagogique. Au bon vouloir des enseignants. Et surtout s'ils ont le temps. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas le temps. Parce que le volume du contenu est énormissime. Je vais vous l'illustrer tout de suite, hein, vous allez voir. Ce soir, j'ai pas mal défoncé le programme de 3e. Alors, en 3e, vous avez donc... vous avez à peu près 3h30 d'histoire, géographie et éducation morale et civique, qu'on va appeler EMC pour faire plus court, d'accord? Donc 3h30 par semaine, d'accord? Si on fait un rapport à peu près de temps, tu as 2 heures d'histoire, 1 heure de géo et une demi-heure de MC, souvent compressé dans plusieurs modules, etc. Donc 2 heures par semaine d'histoire. Un trimestre, c'est entre 10 et 12 semaines, si les profs sont remplacés. Donc admettons que tu as à peu près 10 semaines par trimestre, donc tu as environ 20 heures d'histoire par semaine. Voici le programme de 3e. Premier trimestre. Toute la Première Guerre mondiale, ses causes, ses conséquences, son contenu. Plus toute l'entre-deux-guerres, avec la montée des totalitarismes. Fascisme, nazisme et communisme souvent confondus. Plus toute la Seconde Guerre mondiale. Cause, contenu, conséquences. Et ça, c'est que le premier trimestre. Et ça, c'est que l'échauffement. Parce que le deuxième trimestre, tu as la construction européenne, l'affirmation de l'Europe libérale, le monde depuis 1945 et tous les conflits depuis 1989. Et au troisième trimestre, si tu as le temps, tu as la France depuis 1945. Autant te dire que y a des trucs qui passent à la trappe, quoi. T'as pas le temps, quoi. Et moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment ça se fait? Ça sert à qui et à quoi de blinder tellement le contenu qu'on ne laisse aucune place pour la méthode? Eh bien, je dois vous avouer qu'à ce stade-là de mon enquête, il me manquait une clé de lecture, une clé de motivation, en fait. Tout ce que je peux vous dire, il y a 2 semaines, j'ai joué, et suite au débat comme ça, il y a un prof qui a pris la parole et qui a dit, moi, dans toute ma carrière, j'ai réussi une fois à boucler le programme avec mes élèves. Et à la fin, j'ai eu honte. Parce que le gars, il nous annonce qu'en fait, pour pouvoir faire ce challenge d'arriver sur la ligne d'arrivée, justement, il avait dû lâcher ses élèves. Il avait fait 0 pédagogie, quoi. Voilà. Et donc, je peux vous dire qu'au dire des enseignantes et des enseignants que j'ai consultés, ce qu'ils me disent simplement, c'est que, tu sais, Jean-Philippe, l'histoire scolaire, c'est du bricolage, en fait. Par contre, c'est super déprimant. Ceux qui créent le programme, ou qui demandent qu'on crée le programme, c'est pas vraiment des gens du peuple. Il y a toujours la question de, oui, mais dans l'histoire, la femme, elle est où? Le peuple, il est où? Les sources, elles sont créées par des hommes. Elles parlent des hommes, essentiellement, et encore plus des hommes de pouvoir. Donc, du coup, il y a quand même plein de populations qui sont totalement invisibilisées dans l'histoire. Les femmes, les serfs, les esclaves, en fait, parce qu'il n'y a pas d'écrit sur eux, en fait. Il y a très peu de choses qui sont conservées. Moi, là-dedans, j'ai le beau rôle. Je suis pas prof, donc je suis pas tenu à ça. Et surtout, j'enseigne pas toute l'histoire, quoi. J'enseigne juste une toute petite partie, là, 50 années, le début du XIIIe siècle, vous voyez, d'une gigantesque période de 1000 ans, que vous appelez communément le Moyen-Âge. Ah, le Moyen-Âge. Vous savez, cette période un peu poubelle, là,
T'es coincé entre les philosophes de l'Antiquité et les humanistes de la Renaissance. Depuis 25 ans, moi, que je consulte les manuels scolaires, j'y rencontre à peu près tout le temps les mêmes conneries. Voilà. Dans l'imaginaire collectif, au Moyen-Âge, et puis relié encore par les manuels scolaires, hein, au Moyen-Âge, les gens sont sales. Pendant 1000 ans, ils se grattent. Ou ils sont malades. C'est un Covid très très long, tu vois. Mais ils sont pauvres. Tu m'en dis pendant 50 générations, t'as rien à bouffer, tu vois. Ou alors, quand ils ont un peu d'énergie, qu'est-ce qu'ils font? Bah, la guerre, bien sûr. Et parfois, c'est les 4 à la fois. Une espèce de parenthèse de civilisation qu'heureusement les humanistes de la Renaissance vont éclipser. Et le Moyen-Âge, c'est un peu le croque-mitaine de notre histoire. Le vilain petit canard, quoi, le bouc émissaire. Quoi. Remarquez, c'est pratique, les boucs émissaires. Hein. Eh ouais. Hein. Ah, tiens, pratique en politique. On va faire un petit jeu pour se détendre, si vous voulez bien. On va jouer au qui a dit ça. Voilà. Donc le qui a dit ça, c'est un petit jeu dans lequel je vais vous donner un certain nombre de citations de femmes et d'hommes politiques. Les citations ont toutes moins de 20 ans, donc allez pas me répondre Georges Clémenceau, tu vois. Et vous allez me dire qui a dit ça. D'accord? Allez, on y va. Vous êtes prêtes? Prêts? Ouais, c'est bon? On y va. Qui a dit? Les écologistes veulent réduire la part du nucléaire. On va pas s'éclairer à la bougie comme au Moyen-Âge. Il est revenu sur le devant de la scène, là. Oui, bien joué. Putain, je l'ai mal fait, quoi, là. Merde, alors. Ah, vous suivez pas, en fait, vous suivez pas. Ouais. Bon, alors, parité oblige, citation de femme politique. Qui a dit? Les flux migratoires, ce sont des invasions barbares. Allez, bah Marine Le Pen. L'appelez pas par son prénom, ça la rend sympa. Plus récemment, qui a dit? Nous vivons somme toute des temps très moyenâgeux. Les grandes épidémies, les grandes peurs, les grandes révoltes. Non, ça va être Macron. Oui, très bien. En 2021, suite au Covid et à la révolte des Gilets jaunes. Vous avez vu, lui il est fort, il a réussi à tout placer en même temps. La révolte, ouais. Non, mais c'est incroyable. Et donc, je me suis demandé aussi, ça servait à qui? À quoi? Il y a quelques places là, si vous voulez là. Je me suis demandé ça sert à qui? À quoi de fabriquer aussi des périodes poubelles? Voilà, c'est une question que je me suis posée moi. Comment ça se fait qu'on a des périodes poubelles, quoi, à part justifier trois citations de femmes et d'hommes politiques, quoi. Ou alors, concernant le Moyen-Âge, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Une espèce de période bénie comme ça, magnifique, dont on aurait perdu les valeurs héroïques. Comment tu disais? De romantisme patriarcal. J'ai adoré cette expression. Merci Katia, je la récupère. De romantisme patriarcal comme ça. Et alors, moins romantique, quand même, un dernier qui a dit ça quand même pour la route. Qui a dit devant une statue de Jeanne d'Arc un 1er mai, Jeanne, au secours! Le Pen. Le père. Vous voyez, le Moyen-Âge est parfaitement fantasmé d'un côté comme de l'autre, vous voyez. Voilà, c'est parfaitement fantasmé. Et moi, j'ai un peu honte parce que, moi, je viens de ce milieu-là, en fait. J'ai fait des fêtes médiévales, les fêtes médiévales. Alors, à Comana, si vous avez un comité des fêtes en déshérence, car ici, à l'Enfricheuse, t'as des problèmes de trésor. Bon, et ben tu fais une fête médiévale. Mais, je te jure, attends, t'habilles un peu tout avec de la toile de jute, là, les engins agricoles, tu mets de la toile de jute. Ensuite, tu sors 2 bottes de paille, tu mets des vieilles tables pourries là-dessus, d'accord? Tu fais cuire un cochon à la broche, pour faire genre banquet médiéval, tu vois. Mais ça fait Astérix, mais c'est pas grave. Ton pinard, le pire, là, tu fous de la cannelle dedans, là. Et tu dis, ouais, c'est le fameux Hippocrate.
Tu vends ça 30 balles. Mais c'est dingue, tu mets un boudin sur la tête, comme ça, tu décroches les rideaux, comme ça, tu passes. Non, mais c'est un truc. Et moi j'ai bouffé de ça, j'ai bouffé de ça, j'en ai même vécu pendant 20 ans, j'ai super honte, quoi. Je suis pas fier de ça. En même temps, ce qui me sauve, c'est que, en fait, moi, ce qui m'a amené à l'histoire médiévale, véritablement, bah, c'est beaucoup avant, là, bien avant, à l'âge de 10 ans. Et ouais, à l'âge de 10 ans, je me suis mis à écouter un sous-genre du heavy metal qu'on appelle aujourd'hui le power metal. Tu le sens là? L'univers chevaleresque, les destriers motorisés, l'armure de cuir et de clous, le piano de la rythmique, les chevauchées lyriques des guitares, les paroles d'inspiration médiévale fantastique. Kill the king, take his crown down. Non, ça vous fait rien du tout. Oh non, mais je vous comprends, hein. Je vous comprends. Non, mais sérieusement. Hein. Bah ouais, pour la plupart des gens, de toute façon, depuis le début, je vous parle de hard rock, heavy metal, power metal, mais pour tout le monde, c'est la même musique, là, boum, 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 comme ça. Donc si je veux faire un peu de pédagogie, bah, il va falloir que je vous explique. Je vous préviens, il y a 80 sous-genres. C'est un univers, hein. Alors, je vais pas tous vous les faire, mais un certain nombre quand même, parce qu'ils ont constitué ma personnalité, donc c'est important que je vous en décrive un certain nombre. Mais si vous voulez bien, on va le faire pas de manière chiante, une espèce de conf, pas gesticulé, pas. On va le faire pour chaque genre et sous-genre. Je vous propose de le faire avec une image simple, une espèce de imagerie simple. Et pour être raccord dans le thème, on va faire ça en mêlant un chevalier, une princesse et un dragon. Et on va voir les interactions là-dedans selon les différents genres de métal. Et donc, on va commencer de manière chronologique. Et on a dit que, au départ, je vous ai parlé de heavy metal. Le heavy metal, ça donne un truc comme ça. Dans le heavy metal, le chevalier arrive sur un puissant destrier dans une lourde armure. Dès qu'il voit le dragon, il dégaine son épée, il bute le dragon, il enlève la princesse de force et il se la tape. Ah oui, c'est un courant un peu masculin. Non, c'est vrai. C'est huilé, tu vois, ils sont guerriers comme ça. Vous allez me dire quelle est la différence avec le power metal. Alors, le power metal, ça donne ça. Dans le power metal, le chevalier arrive dans une armure brillante sur une licorne blanche. Il avise le dragon, dégaine son épée magique et un combat épique s'ensuit. Après avoir roxy le dragon, il enlève la princesse et ensemble, ils vont faire l'amour dans une forêt enchantée. Vous saisissez la nuance? Et le hard rock, ça donne ça. Dans le hard rock, le chevalier arrive en jean basket sur un poney. Et dès qu'il voit le dragon, hop, il saute au bas du poney et il dégaine une dague. Alors le dragon meurt de rire et lorsque le chevalier se retourne, la princesse s'est barrée avec le poney. La caractéristique... Oh, allez, vas-y. C'est l'instant kéké d'un 90. La caractéristique commune de ces musiques, ça reste quand même l'image de rebelle, quoi. Des musiques d'ailleurs méprisées et maudites. Des musiques qui font peur. Un peu comme le Moyen-Âge d'ailleurs. C'est marrant. Du coup, Moyen-Âge et métal sont deux boucs émissaires, deux vilains petits canards, donc deux causes perdues à défendre. Et les deux me collaient bien à la peau, voilà. Et moi, ça m'obsède ce truc. Cette histoire de médiévophobie ordinaire, là. Non, dès que tu prends...
Je vais vous faire chausser des lunettes ce soir. Dès que tu prends conscience d'une domination, d'une discrimination, tu vois plus le monde pareil. D'accord? Tu commences à écouter, à lire des bouquins de pensée féministe et tout ça, machin. Bon, tu perds 90% de tes potes. Déjà, commencé. Et voilà, c'est tout pareil, machin. Et ben moi, figurez-vous, je souffre, mesdames, messieurs, de votre médiévophobie ordinaire. Oui. Oh, ça va. C'est bon. Ah non, mais attends, c'est bon, hein. Non, mais attends. Non, mais prends une perceuse, t'es pour le Moyen-Âge, tu vois. L'autre jour, à la radio, je vais donner un exemple. L'autre jour, à la radio, justement, là, ça parlait justement des 10 ans des attentats du Bataclan, etc. Et il y avait un analyste politique tout à fait pertinent et sérieux par ailleurs. Hein. Un type qui parlait de l'État islamique, de Daesh, tout ça. Et le type, au détour d'une phrase, donc c'est à la radio, tout ça, je suis dans ma bagnole, et le gars, au détour d'une phrase, il balance Daesh, une violence quasi médiévale. Ah ouais. Ouais. T'imagines comme j'ai bondi? Attends, le Moyen-Âge plus violent que Daesh, quoi. Ah ouais. Moi ça m'a choqué comme ça. Et alors je rentre chez moi et j'en parle à une amie qui me dit, bah ouais, moi ça me parle. Je dis quoi? Attends, imagine que je te parle de quelqu'un de super radin et je te dis de cette personne qu'elle a une avarice quasi juive. Elle me dit, bah non, quand même, c'est pas pareil. Ah bon? Tu le sens là, l'essentialisme? Non, mais tu vois le truc là? Attends, le type, en une phrase, il a condamné toutes les sociétés pendant 1000 ans et tous les gens qui ont vécu dedans, quoi. Bon, à la limite, on s'en fout, ils sont morts, mais quand même. Ah, dit, bah alors, c'est pas vrai que le Moyen-Âge c'est pourri, c'est qui a inventé ce truc-là? Bah, je dis, c'est une construction politique des périodes d'après. Alors, pour justifier leur politique de merde, leur monde pourri qu'ils créent, bah, ils rejettent la faute sur la période d'avant. C'est très très courant dans l'histoire, ça. Ça se fait tout le temps. Par exemple, à la Restauration, après la Révolution, on s'est mis à inventer la terreur, tu vois, voilà, pour justifier le côté sanguinaire des révolutionnaires. Après la Commune, bah alors là, les communards, c'était des païens qui croquaient des petits enfants, enfin bon, c'est affreux, quoi, des images comme ça. Et je dis, même maintenant, je dis, bah ouais, ça fait 25 ans, par exemple, les gouvernements successifs, ils en ont rien à foutre de l'emploi, on sait. On va essayer de sauver l'emploi, mais quand même, il y a 25 ans, il y a eu un truc qui nous a bien gênés, hein. Ah bah oui, hein, c'est pas de notre faute, hein. C'est de la faute de ce qui s'est passé il y a 25 ans, dans le monde de l'emploi. 35 heures. Voilà, les 35 heures. Elle dit, bah ouais, voilà, bah les 35 heures, tiens. Les 35 heures, bah je lui dis, c'est le bouc émissaire de l'emploi. Elles ont bon dos, les 35 heures. Ah, dire, mais c'est bien ton truc, ça me parle là aussi, ton machin là, mais on n'apprend pas ça à l'école. Je dis, bah non, mais si on faisait un peu d'historiographie, eh ben on le saurait. Elle me dit, bah, de l'histo quoi? Je dis, bah de l'historiographie. L'historiographie, c'est un mot un peu compliqué, c'est l'histoire de l'histoire. Mais c'est peut-être un mot compliqué, mais c'est peut-être là que réside la clé de motivation de notre histoire. C'est ce que je reproche, c'est que c'est toujours la même chose et que la seule chose intéressante qu'on a vue cette année, c'était qu'on a vu par exemple la vision de l'histoire en fait, donc qu'à la Seconde Guerre mondiale, au tout début il y avait une certaine vision de l'histoire et que ça a évolué après avec le temps. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, et qu'on voit pas assez. C'est qu'en fait on va étudier les dates, on va étudier les événements, mais on va pas étudier une autre vision en fait de l'histoire. Si on le fait sous forme d'enquête, qu'on varie les types de sources, qu'on leur apprend aussi, parce que c'est vrai qu'on le fait très peu. La méthodologie, l'historiographie, et ça on en fait très très peu. Et je pense que ça peut être intéressant à donner. Alors on va faire un peu d'historiographie, si vous voulez bien. Pour vous dire que jusqu'au 19e siècle, l'histoire, on va pas remonter bien loin, parce que jusqu'au 19e siècle, l'histoire n'est pas constituée comme une matière enseignable. Non, elle sert d'exemple pour la morale, la théologie, la philosophie, la politique. Elle sert surtout à conseiller les princes. Donc c'est plutôt un truc de grand, vous voyez. L'histoire, elle va timidement faire son apparition à l'école au 19e siècle, après la Révolution, mais surtout elle va s'imposer définitivement en 1881, c'est-à-dire au moment de la réforme de l'école publique. À ce moment-là, on est sous le régime qu'on appelle la Troisième République. Or, le projet politique de la Troisième République, c'est d'une part d'unifier la nation, de donner à tous un sentiment d'appartenance nationale, mais surtout, la France vient de se faire humilier militairement
en 1870, et elle n'a de cesse que de reprendre sa revanche. C'est-à-dire mettre une grosse branlée aux Allemands et récupérer son Alsace et sa Lorraine. Alors, en 1881, comme je vous le disais, l'histoire est déjà présente à l'école, mais uniquement dans les études secondaires. Or, d'après vous, comme ça, n'hésitez pas à donner un pourcentage, un fantasme qui vous vient à l'esprit. D'après vous, en 1881, quel pourcentage de jeunes gens arrivent dans le secondaire? Allons-y. Un pourcentage. Allez-y, c'est pas grave, c'est pas une interro. 20%. 5, 6, 5, 3%. C'est-à-dire la grande bourgeoisie. Celle qui va se servir d'officier, donc à l'arrière du front. Ça veut dire surtout qu'il reste 97% de la population à convaincre d'aller se faire massacrer joyeusement au son du canon. Alors que si vous voulez créer une nation battue en guerre, le mieux quand même, ça reste de conditionner les enfants dès leur plus jeune âge. Et là, c'est rendu possible dans le creuset de la nation, puisque désormais, l'école est rendue publique, obligatoire, gratuite et laïque. École laïque, ça veut dire qu'on va virer l'histoire sainte. On va plus enseigner les évangiles. Par quoi on va la remplacer, l'histoire sainte? Par l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de la France. Il veut pas. Eh bien, ça tombe bien. Parce que 1881, c'est l'année de promulgation de l'école méthodique de l'histoire-science avec une école qu'on appelle... Ouais. C'est pas grave, laisse. Ça me dérange plus ce que tu viens de gueuler que... mais ça va. Spécialiste, ça va bien. Donc je disais donc que 1881, c'est l'année de promulgation de l'histoire-science avec une école qu'on appelle l'école méthodique et qui est emmenée notamment par un type qui s'appelle Charles Seniobos. Charles Seniobos. L'histoire-science, l'école méthodique, l'histoire-science, c'est une histoire sans jugement. C'est une science des traces qui récolte et vérifie les faits. Une science qui se joue avec une neutralité laïque et une rigueur scientifique. Bref, une science parfaitement enseignable. Ouais. Sauf que la pensée politique de Seniobos ne colle pas du tout avec le projet politique de la Troisième République. Parce que Seniobos est un pacifiste convaincu. Imaginez, le gars, il est dreyfusard, il est militant du bloc des gauches, il est membre de la Ligue des droits de l'homme, et surtout, il est farouchement opposé à l'allongement du service militaire. Autant dire qu'à son époque, c'est Philippe Poutou. Voilà. Bon, mais avec la barbe du capitaine Hibou. Donc lui va être gentiment récusé. Et à la place, on va choisir un autre gars, et un autre historien, évidemment. Et lui, on va le choisir pour deux raisons. La première, c'est que c'est un bon vieux revanchard de la guerre de 70. Lui, il veut bien mettre une grosse branlée aux Allemands. Et surtout, il a une prose bien lyrique. Vous savez, du genre à pouvoir convaincre les chambres des députés. Et ce gars-là se nomme Ernest Lavis. Extrait du discours qu'il va faire devant la chambre des députés. La neutralité scientifique, avec la revanche à prendre sur l'Allemagne, ce n'est pas le moment. Il faut enseigner l'histoire avec une visée civique et patriotique, dans l'idéal de la République. L'histoire de France devra occuper les mêmes fonctions que l'histoire religieuse. Forger des citoyens pénétrés de leurs devoirs et des soldats qui aiment leur drapeau. Copier, coller, le roman national va remplacer le roman des évangiles. Et là, on va inventer, attention mesdames, messieurs, c'est le gros mot de la soirée. On va inventer l'histoire téléologique. La téléologie, c'est une doctrine qui vise à dire qu'à partir d'un but que vous allez vous prédéterminer, vous allez faire en sorte que tous les moyens et tous les événements vont vers ce but-là, y concourent. Eh bien, l'histoire téléologique, alors le plus classique, c'est le texte biblique. Puisque tous les événements de la Bible vont vers l'avènement du Messie, etc. Donc volonté divine, tout ça. Même les pires trucs, quoi.
Alors l'histoire téléologique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte d'agencer, quitte à fabriquer, d'inventer tout un tas d'événements et qui vont aller tranquillement vers la finalité de la Troisième République, qui est à l'époque, je vous le rappelle, unifier la nation et dérouiller les moches. Du coup, l'histoire sainte ne sera plus enseignée. Ouais. Mais la forme du récit va correspondre à celle des évangiles. Donc on va avoir un récit avec des martyrs, comme Vercingétorix ou Jeanne d'Arc, mort pour la France, avec des héros, Philippe Auguste ou Napoléon, des espèces de David contre des Goliaths d'une coalition européenne, comme ça, avec des gentils. Voilà, il faut des gentils dans une histoire. Bah ouais. Par exemple, Henri IV, on n'en avait rien à foutre que c'était un boucher qui faisait des guerres comme roi. Non, non, Henri IV, on le dépeint comme un gentil papa, un beau papa. Il y a des gravures du 19e, comme ça, où on le voit avec des enfants sur son dos. Il aimait bien jouer avec ses enfants, comme ça, Henri IV. Oui. Et si vous avez des gentils, forcément, vous avez des méchants. L'infâme Ravaillac ou le terrible Robespierre. De la morale et de la doctrine, plein les pages. 1884, 3 ans après donc, la promulgation de l'école publique, apparaît sur le marché un manuel d'histoire de France connu sous le nom de Le Petit Lavis. C'est le manuel que propose Ernest Lavis. Ah, le Petit Lavis. C'est le manuel que vous connaissez toutes et tous, sans le savoir. Eh ouais, parce que figurez-vous que c'est le manuel, attention, ça va être à vous, c'est le manuel qui commence par « Autrefois, notre pays s'appelait la... » Et nos ancêtres les... Ouais, oui, que vous connaissez par cœur. Hein. Et là-dedans, t'as tous les clichés. Hein, sur Vercingétorix, sur les Gaulois, sur le Moyen-Âge, Napoléon, les colonies. Moi, je résiste pas à l'envie de eh bien, vous replonger dans l'ambiance d'une classe de 1885. Qui est-ce qui se sent de lire un petit passage? Moi. Ouais. Ouais. Non, reste là, bouge pas. Rappelle-moi ton prénom. Loïc. Alors, où? Quand je te le dirai, pas avant, hein. Tu lis de là à là, d'accord? Tu lis de là à là, et ça se termine avec un point, ok. D'accord, mais attends, après tu prends une grande inspiration, et tu lis avec emphase ça, parce que ce passage-là, c'est celui que vous devrez retenir par cœur. Bon, je me permettrai de me mettre debout, parce que pour la colonne d'air et tout, c'est mieux. Juste attends, parce qu'il faut que je précise. Prends pas ta place. Hein. Ah oui, non, mais tu me... Ah bah tu peux venir si tu veux, hein. Voilà. Oui, je suis très précautionneux, hein. Pour ceux qui n'étaient pas venus la semaine dernière, là, les cancres, là. Je vous rappelle le contexte. Alésia, les Romains sont 5 fois plus nombreux que les Gaulois. Hein. Donc, Vercingétorix sait qu'ils vont tous mourir. Alors, 5 fois plus nuls aussi, donc ils sont à égalité. C'est bien, au 19e siècle, les châtiments corporels sont encore... Oh, j'adore les vieux profs comme ça. Donc, il décide de se rendre seul pour, évidemment, sauver ses soldats. Il fait ouvrir les portes du camp d'Alésia sur son cheval. Il arrive devant la tente de César, descend du cheval, jette ses armes au sol, met un genou à terre, et c'est à ce moment-là que César a eu la goule. Tant de suite ça. César croyait que ça commence bien. César croyait que Vercingétorix allait le prier de ne pas le faire mourir. Mais Vercingétorix était trop fier pour prier César. Il le regarda bien en face et ne dit pas un mot. Vercingétorix fut conduit à Rome. On l'enferma dans une prison. C'était une cave, presque sans air et sans lumière. Il y resta plusieurs années. Souvent, il pensait au temps où il marchait par les chemins de la Gaule, suivi de ses soldats, et il était bien triste. À la fin, César le fit mourir. Retenez bien le nom de Vercingétorix, qui a combattu pour défendre sa patrie, et qui a souffert, et qui est mort dans une affreuse prison. Procurez-vous un petit Lavis.
Sérieux, il y en a plein les bouquinistes sur internet, ça coûte 10 balles. C'est méga drôle. Franchement, on dirait du Cavana. Mais ouais, on dirait du Cavana, mais premier degré par contre. Mais non, mais ça c'est aussi drôle. Tu mets dans tes chiottes, d'accord? Tu vas comme ça, tu lis un chapitre, tu te bidonnes, ça facilite le transit. C'est trop bien, quoi. Moi, j'adore, ça me fait rire. Ce qui est moins drôle, c'est quand même que le Petit Lavis a été étudié de 1884 jusqu'en 1951. Ça veut dire 3 générations de parents, enfants, parents et grands-parents qui ont été biberonnés à la sauce nos ancêtres les Gaulois. Du coup, bah, qu'est-ce que vous voulez? Ça rentre dans l'inconscient collectif, quoi. C'est la vis dans le cerveau. Le roman national, c'est un puissant instrument d'intégration de tous les groupes sociaux. C'est la matrice des futurs soldats. C'est d'ailleurs le catéchisme d'Éric Zemmour. Le roman national, c'est plein d'idéologie politique, mais pas de place pour la science critique. Moi, je dis que le roman national, c'est un grand pas pour l'idéologie politique et un petit pas pour la science. Voilà. Ah, elle est là, la clé de motivation qui me manquait. Mais bien sûr. Parce que si la méthode, elle est scientifique, le contenu, lui, il est politique. C'est donc un problème politique. Le roman national coûte que coûte. Et qu'est-ce que ça coûte? Tout simplement que depuis 140 ans, petit à petit, l'histoire scolaire va s'éloigner de la réalité scientifique. Et moi, à 14 ans, petit à petit, j'ai commencé à m'éloigner de la réalité scolaire. L'école me plaisait de moins en moins, mais la musique de plus en plus. Avec mon frère, ça se passe à Lyon, j'ai grandi à Lyon. Lyon, à l'époque, début des années 80, c'est la capitale du rock. Tous les groupes y passent. Et avec mon frangin, 7 ans de plus que moi, on écume tous les concerts. On les voit tous. Plus grande star du hard, metal, tout ça. Trop bien. Et même, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes premières armes en tant que chanteur dans un groupe qui s'apparente à un genre qu'on appelle aujourd'hui le doom metal. Dans le doom metal, le chevalier arrive sur un énorme destrier, dans une armure bien trop lourde pour lui. Dès qu'il voit le dragon, il dégaine sa gigantesque épée et il se suicide. Alors le dragon va vers la princesse et la dévore. Cette musique, pour moi, ça me permettait, évidemment, ce courant musical me permettait d'y jeter mon seum adolescent. Mais surtout, je voyais dans ces musiques-là une forme de résistance face à l'autorité. Et puis, il y a eu ce voyage qu'on a fait avec mon frère. Durant l'été 1982, mon frère m'a embarqué dans un grand voyage pour aller rencontrer des jeunes dans les pays de l'Est, c'est-à-dire de l'autre côté du rideau de fer. Désolé. Il n'y a pas de mal. Juste pour rappel, le rideau de fer, c'est la frontière qui sépare l'Europe en deux. D'un côté, à l'ouest, les pays d'obédience capitaliste, de l'autre côté, les pays sous influence soviétique. Et entre les deux, vous avez le rideau de fer, qui est une frontière. Mais ce n'est pas une frontière comme les autres, le rideau de fer. Parce que le rideau de fer, c'est 20 km d'épaisseur. Avec, dans mon souvenir, donc 4 postes frontières, avec des checkpoints, avec des miradors, des soldats et tout ça. Et entre chaque poste frontière, eh bien, vous aviez une route unique, avec, je me souviens, 2 types de paysages. Soit vous aviez des forêts, et vous saviez qu'à l'intérieur, il y avait des divisions blindées, ou bien des immenses étendues rases comme ça. Elles étaient rasées pour permettre de repérer au radar le moindre lapin qui gambade. Mais une fois passé ces frontières-là, road trip avec mon frère. Et on va rencontrer des jeunes. Alors au début, le contact n'est pas forcément facile. En plus, on a des looks d'aliens, quoi. Tu vois, t-shirt de groupe de hard, nos crins jusque-là. Mais la musique qu'on diffuse, la musique qu'on propose, elle nous rapproche avec les jeunes. Et puis le contact se fait, on fraternise. Et en Tchécoslovaquie, dans un camping, on rencontre des jeunes qui venaient de Berlin-Est. Alors, il faut imaginer que des jeunes allemands de l'Est qui vont pouvoir
avoir des vacances en Tchécoslovaquie, ça veut dire que leurs parents sont quand même plutôt liés au parti, quoi. Donc au début, bah, tu vois, il y a un peu de méfiance comme ça. Mais on sympathise, et puis au bout de quelques bières, il y en a un qui lâche à mon frère et lui dit tu sais, Olivier, si demain nos pays se font la guerre, moi je pourrais pas y aller. Moi. Je pourrais pas prendre un fusil et me retrouver face à toi. Du coup, bah, je déserterai plutôt. Et moi je prends ça dans la gueule. Je rentre en France, j'ai 14 ans, tu vois, et le premier truc, je parle à mon père de ces jeunes qui allaient faire la révolution dans leur pays et qui allaient défier l'autorité. Et je me souviens qu'il m'a répondu un truc du genre ouais, c'est ça, des trucs d'ado, quoi. Ça te passera. Et eux aussi. 7 ans plus tard. Je me retrouve toute une nuit devant ma télé à assister à la chute du mur de Berlin. Et dans ma tête, j'imagine que les jeunes gens qu'on avait rencontrés 7 ans auparavant faisaient partie de celles et ceux qui faisaient l'histoire devant mes yeux. Je me souviens surtout que j'ai pensé à voix haute, tu t'es planté, pas. Ça leur a pas passé. Et puis à moi non plus. La chute du mur de Berlin, c'est le premier événement de l'histoire mondiale où j'ai pris conscience que j'étais témoin d'un truc qui allait finir dans les manuels scolaires. Et on a toutes et tous, à un moment, on est tous témoins, directs ou indirects, d'un événement qu'on sait que là, c'est tellement massif que ça va finir dans les manuels scolaires. C'est l'histoire avec le grand H, quoi. Mais surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que l'histoire, ce n'est pas que l'histoire avec un grand H, mais qu'on fabrique de l'histoire à toutes les échelles. Elle peut être régionale, elle peut être cette histoire locale, et même familiale. Parce que ça commence avec la famille, et le récit ou roman familial. Vous voyez le roman familial, avec ses martyrs, ses héros, ses gentils et ses méchants. Mais du jour où tu t'émancipes là, du jour où tu critiques le modèle proposé par l'autorité, que ce soit la famille, l'école ou l'État, bah ouais, là tu t'émancipes et surtout tu deviens acteur de ta propre histoire. Et je me souviens que c'est à ce moment-là, c'est à cette période-là, que j'ai commencé, sans jamais le remettre en question, frontalement, mais juste à poser quelques questions sur les sources qui justifiaient les actes de résistance de mon grand-père, là, qui était une espèce de personnage hyper important. Et je vous avoue que même poser des questions, bah, avec ma famille, ça s'est pas très très bien passé. Alors, on approfondissait l'histoire, on se posait des questions sur qu'est-ce que c'est qu'être historien, d'où nous viennent des informations. On essayait de faire notre enquête d'archéologue, on avait un esprit un regard critique avec les enfants. Et maintenant, on survole des grandes périodes avec des personnages qui n'ont pas tellement de sens. Par exemple, le Moyen-Âge, au lieu d'y passer une année, on va faire 4 semaines dessus, donc c'est 4 fois 1 heure. On nous annonçait des libertés pédagogiques, ça reste à voir. Mais si on reste dans un carcan de dictature des programmes, de programmes en plus trop lourds, on n'en sortira pas. Et puis après, je pense qu'il y a aussi son ressenti par rapport à l'histoire. Moi, j'arrive pas à fonctionner en survolant, j'ai besoin d'approfondir certains moments. Après, est-ce que l'histoire, ça sert à connaître l'histoire, à acquérir des connaissances? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on enseigne l'histoire pour faire passer une pensée politique? J'adore ce témoignage-là parce qu'il est issu d'une inspectrice d'académie qui a tenu à garder l'anonymat. Bon, alors on a étudié les sources, on a un peu regardé ça, trié, maintenant il est temps de passer à la critique des sources. On va essayer un peu de critiquer ce modèle-là. Et quand on voit ça, en fait on se rend compte très rapidement que l'histoire donc sert 2 buts bien distincts. L'histoire sert 2 maîtres, quoi. Hein, un but scientifique et l'autre politique. Le but politique, c'est donc toujours de fabriquer du citoyen, de donner un sentiment d'appartenance à la nation. Et ça, en fait, ça n'a pas tellement changé depuis le 19e siècle. Hein, mais surtout, même si c'est bien fait et tout ça, je ne critique pas le modèle dans sa forme, mais dans son fond, en tout cas, dans tous les cas, enseigner ça, c'est donner une forme de soumission à l'autorité nationale. Le but scientifique, c'est de fabriquer de la réflexion. Et pour moi, fabriquer de la réflexion,
ça amène à une notion d'émancipation. Et ça, c'est super. Ça, c'est ce que veulent tout le monde. C'est ce que veulent les étudiantes et étudiants de 68, 98, 2016 aussi, on verra, les profs, tout le monde. Bah alors, il est où le problème, putain? Bah, le problème, il est triple. Premièrement, je vous ai rebattu assez les oreilles avec ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement de contenu qu'il n'y a pas de place pour la méthode. Le deuxième problème, et c'est là où ça va commencer à me piquer, là. C'est ça le nœud du problème. C'est qu'en fait, scientifiquement parlant, ça ne tient pas la route. Je m'explique. Former les citoyens, aussi éclairés soient-ils, enseigner un récit national, faire de la cohésion nationale, et même le devoir de mémoire, qui est important peut-être, sans doute, mais ça, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas une démarche d'historien, c'est une démarche morale et civique. Et donc du coup, je me suis rendu compte que ce qu'on nous enseigne comme étant de l'histoire n'est pas de l'histoire. Ben, en fait, c'est de l'EMC. Mais alors, vous ajoutez à ça qu'une circulaire de 2024 demande, durant les cours d'EMC, une demi-heure par semaine, hein, une portion congrue de cette éducation morale et civique consiste en la critique des sources de l'information qui est basée sur un modèle théorique qui est celui-ci. En clair, les profs d'histoire géo, quand ils font de l'histoire, en fait, ils font de l'EMC, et quand ils font de l'EMC, ils font de l'histoire. T'imagines le serpent de mer, enfin, le truc de dingue dans la tête, là, tu fais des nœuds, c'est horrible, quoi. Et puis troisième problème, c'est que les profs m'ont dit, bah, souvent, ils m'ont dit parfois, ils m'ont dit comme ça, tu sais Jean-Philippe, c'est super dur d'enseigner à la fois la soumission et l'émancipation. Ah ouais, c'est un truc, en fait, tu deviens schizo. Donc, bah, pour pas devenir fou, bah, faut choisir. Et moi, j'ai choisi. À 17 ans, j'ai commencé à déserter l'école. Décrochage. Total. J'y allais plus, de toute façon. Et, bah, vous le savez, je l'ai payé très cher l'année suivante, puisque j'ai eu 6 de moyenne générale au bac et un demi-point en histoire. En fait, tout ça, ça aurait pu s'arrêter si j'avais pas fait la rencontre d'une personne dont je vais vous parler et qui s'appelle Madame Jeanne-Marie Balin. Parce que l'année suivante, bah, après ce bac désastreux, j'ai décidé d'arrêter l'école, en fait. Mais j'avais plus de fond, tu sais, de dire passe ton bac d'abord, là. Un truc où j'avais... Tu sais, j'étais nourri à ça, en fait, biberonné à c'est bien passer son bac, parce que c'est une clé pour plus tard, si tu veux refaire des études, machin, etc. Mais je voulais pas le faire à l'école, donc j'ai décidé de m'inscrire en candidat libre. Et là, haha, candidat libre, c'est génial. Tu fais ce que tu veux, tu vas pas à l'école. Du coup, cette année-là, j'ai multiplié les expériences. J'ai été manutentionnaire. Ensuite, j'ai passé le permis. Donc, du coup, j'ai été chauffeur-livreur. J'ai fait plein de jeux de rôle. Mes soirées étaient réservées à faire du jeu de rôle avec les copains. Et même, à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes premières armes dans un groupe semi-professionnel. On répétait quasiment tous les soirs, avant les sessions de jeu de rôle, dans un groupe qui s'apparente à ce qu'aujourd'hui on appelle du métal progressif. Dans le métal progressif, le chevalier arrive sur un magnifique destrier, dans une armure brillante. Dès qu'il voit le dragon, il saute du cheval, mais au lieu de dégainer son épée, eh ben, il se met à faire des espèces de mouvements tout bizarres dans lui comme ça, hyper disruptifs, pendant 20 minutes. Alors au bout d'un moment, ben, le dragon se tue par ennui. Alors il va vers la princesse, il s'agenouille, il sort un luth et il fait un solo de 20 minutes. Et lorsqu'il relève la tête, ben, la princesse a eu le temps de se faire enlever par le chevalier heavy metal. Trop intello. 86-87, c'est aussi l'année peut-être la plus forte de mon activisme politique. Pour mémoire, à cette époque-là, c'est un certain Jacques Chirac qui est Premier ministre. Jacques Chirac, la personnalité préférée des Français avec sa tête de veau, n'est-ce pas? Le bruit et l'odeur. Et surtout, il va ramener une clique au ministère de l'Intérieur avec une espèce de duo, là, Charles Pasqua et Robert Pandreau. Je ne vais pas vous faire leur biographie à ces ordures, là.
mafieux, criminels, tout ce que tu veux, quoi. Et Pasqua, notamment, il avait remis en activité une brigade motorisée qui était en usage durant la guerre d'Algérie, tu vois, et qui s'appelait la brigade des voltigeurs. La brigade des voltigeurs, c'est 2 flics à moto, un devant qui conduit et l'autre derrière qui a une grosse matraque. Il va y avoir très vite des bavures, des morts. Le dernier étant iconique, il s'agit de Malik Ouskin pendant les grèves de Vaquet et tout ça. Et à tel point que la brigade des voltigeurs va être très rapidement dissoute, avant d'être rétablie en 2023 par un certain Gérald Darmanin. Et moi, face à cette violence d'État, là, cette violence institutionnelle, cette violence des flics, et ben moi, contre-violence, comme on dit dans une certaine littérature. Je commence à militer fort. Quand je dis fort, c'est-à-dire, évidemment, manif, mais service d'ordre, casser du facho, décollage, pas mal de choses, oui, plus ou moins licites, on va dire. Et même, ça, c'est ce que je fais devant mes potes, mais derrière, je commence à en pincer pour Action Directe. Donc j'ai pas été activiste, j'ai pas ça pour me protéger, je m'en fous, c'est pour donner la réalité. Par contre, très très sympathisant d'Action Directe. Donc je vais faire des tags, des trucs comme ça, promulguer la pensée d'Action Directe et tout ça. Action Directe, pour mémoire, c'est un groupe terroriste d'extrême gauche qui n'hésite pas à l'époque à aller poser des bombes dans des banques, au siège du GIGN, assassiner des grands patrons, des politiques de droite. Bref, le projet politique qui m'allait, moi, à 18 ans, tu vois. Mais c'est normal. Moi, je les comprends, moi. Eh ouais, je les comprends, les jeunes, là, d'aujourd'hui. Putain, moi, là, j'aurais été un black bloc, mais de première, quoi. Tu vois. Et je comprends les bagnoles qui brûlent. Je comprends tout ça. Parce que moi, là, je m'étais vraiment, vraiment radicalisé, tu vois. Eh ouais. Même à l'époque, d'ailleurs, tellement radicalisé que j'écoutais du black metal, tiens. Dans le black metal, le chevalier arrive sur un destrier maudit dans une armure noire. Dès qu'il voit le dragon, il dégaine son épée de feu, il éventre le dragon et il boit tout son sang. Ensuite, il va vers la princesse et il la sacrifie à Satan direct. Ah bah faut ça, hein. Vous imaginez que je bossais la journée, répétition le soir, après jeu de rôle la nuit, et s'il me restait un peu de temps, plutôt que d'aller dormir, j'allais taguer pour Action Directe, tu vois. Autant vous dire que l'année est passée vite. Très vite. En fait, on était en mai, j'avais rien foutu. Alors ma tante, elle me dit, appelle mon amie Jeanne-Marie Balin, elle est prof d'histoire, peut-être qu'elle pourra faire quelque chose pour toi. Alors j'appelle cette dame, et au téléphone, elle me dit qu'elle n'est pas prof d'histoire. Elle est peintre. En fait, elle était prof d'histoire, mais elle veut plus du tout entendre parler de son ancien métier. Alors j'insiste, et elle accepte de me recevoir. Donc dans mon souvenir encore, son appartement, c'est un couloir avec des tableaux, un séjour avec un chevalet et un tableau pour finir, je sais plus. Et mais elle m'entraîne directement dans la cuisine. Elle m'assied presque de force et elle ouvre le frigo et elle me tend une bière. Et elle s'allume une gitane, vous savez, c'est ces dames-là qui fumaient la gitane. Elle me dit comme ça, elle me dit bon, t'en es où du programme? On va voir ce qu'on peut faire. Je vais te dire comment tu vas pouvoir t'en sortir. On va faire de la méthodologie, de l'analyse. Tu prends un texte et tu me dis qui parle, d'où il parle. Et essaye de percer l'intention derrière le discours. Au bac, tu vas choisir l'épreuve qu'on appelle le commentaire libre de documents. Et tu vas t'appuyer sur les questions posées. Ah oui. Oui, c'est le sujet préféré des correcteurs. C'est le moins scolaire des trois. Au moins ça fera jeune homme qui s'intéresse à l'histoire. Et là, ça me parle. Comprendre l'histoire plutôt que de l'apprendre par cœur. Alors je bûche. Je passe quelques après-midi avec elle. Et le jour du bac arrive.
les circonstances de la rupture sino-soviétique. Oh putain, j'y panne rien. C'est un texte de Khrouchtchev qui parle de Mao. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc je rentre dans le sujet. Je m'appuie sur les questions posées, je rapatrie un peu de savoir politique, des connaissances aussi, j'avais été à l'école. Et puis là, ça vient, je gratte. Et même, je me paye le luxe. Je me paye le luxe dans de différentes références un peu jetées au hasard. Je me paye le luxe de citer du Michel Audiard, vous savez, le dialoguiste. Dans une de ses comédies, il fait dire à un de ses personnages, et il fait parler de Staline en disant Staline, c'est comme un type qui conduirait une Ferrari à 200 à l'heure sans permis. Forcément, il écrase 20 personnes par jour. Bah, Staline, c'est ça, un chauffard de la révolution. Et moi, je réécris ça, machin, je le mets entre guillemets, puis entre parenthèses, je vous la parenthèse, M. Audiard, fermez la parenthèse. Que genre super universitaire, tu vois. La citation de la mort qui tue, quoi. Et je rends ma copie, de toute façon, j'ai rien à perdre. 16 sur 20. Comprendre l'histoire plutôt que de la faire apprendre. Mais ça, mesdames, messieurs, c'est le rêve de tous les profs d'histoire géo. Les élèves qui s'avèrent le programme de 3e, ils passent leur temps à travailler sur la guerre toute l'année. C'est insupportable. Ou à Perpignan doivent appliquer le même programme. Donc ce sont des programmes nationaux et obligatoires et qui ne sont pas optionnels pour le cas de l'histoire. Le caractère obligatoire et national du programme, justement, limite l'originalité des cours et n'accorde pas vraiment de confiance aux enseignants. On en est là? Eh ben ouais, ça y est, on va faire de l'analyse. Enfin, en clair, une fois que tu as le tableau, ben, il faut savoir comment tu vas agir. Donc, en clair, quand tu es chevalier, tu te dis à qui je vais aller casser la gueule, quoi. C'est qui mon ennemi, mon bouc émissaire à moi, tu vois. Et là, j'ai fait une première erreur. Et ça a commencé la glissade comme ça. J'ai fait un biais méthodologique. Je me suis pris, moi, d'entrée de jeu un bouc émissaire. J'ai fait ça. Je me suis dit, les manuels scolaires, c'est de la merde. Ça fait 25 ans que je voyais que de la merde dans les manuels scolaires. Donc j'ai pris en grippe les manuels scolaires. Donc j'ai commencé à essayer de forcer les arguments qui me faisaient rendre responsable les manuels scolaires. En plus de ça, j'ai lu un bouquin avec un biais qui me faisait un biais de confirmation, un bouquin hyper engagé mais mal foutu quoi au final. Et puis surtout, j'ai interviewé tout un tas de profs qui m'ont dit mais on n'en a rien à foutre des manuels scolaires. De toute façon, parce que selon les éditeurs, les maisons d'édition, bah, t'en as qui sont plus ou moins progressistes, plus ou moins conservatrices, mais dans tous les cas, en dernier ressort, on n'est pas obligé de suivre le manuel. Donc on s'en fout. Et là, bah, ça a glissé. Alors je dis, bon, alors attends, donc il faut étudier le système en entier. Et donc je vais voir comment ça marche un programme, en fait. Et du coup, bah, en 2015, il y a eu une réforme, la dernière réforme donc, de l'éducation nationale concernant l'histoire géo, date de 2015, donc à l'époque c'est Najat Vallaud-Belkacem qui est ministre de l'éducation nationale. Mais il y a quand même tout un tas de composantes. Alors j'ai commencé à interviewer des élèves, c'est quand même les principaux intéressés. Et les élèves ils m'ont dit ça. C'est pas qu'on n'aime pas, c'est que les profs sont ennuyeux. Alors j'ai interviewé des profs, et ils m'ont dit, c'est pas nous. C'est pas nous, c'est le programme. Beaucoup trop lourd le programme. Bon, on peut pas arriver à boucler le programme. L'inspecteur académique, il a que 3 mois à la bouche. Hein. Bouclez le programme. Ah bah vous faites comme vous voulez, hein, vous avez toute liberté pédagogique, mais bouclez le programme. Donc le problème vient de la ministre. C'est la faute à la ministre. Écoutez, moi, j'ai donné une orientation politique et j'ai nommé les 18 membres du Conseil supérieur des programmes, le CSP, afin de l'élaborer. C'est le CSP qui est responsable. Non, nous, le CSP, nous ne fabriquons pas les programmes, nous les validons. Pour fabriquer le contenu, nous nommons des comités d'experts. Donc les experts, il faut aller voir. Bon alors nous, les experts, on était à peu près 400 pour fabriquer le programme. Alors, comment vous dire? Il y a des historiens de droite, des historiens de gauche, des syndicats, des associations, des pédagogues, des conservateurs, des groupes de pression mémorielle. Alors on a quand même réussi à fabriquer un truc, à se mettre à peu près d'accord, et en courant avril, on a transmis donc le programme au CSP, programme que nous avons validé et transmis à Madame la Ministre.
Écoutez, c'est la faute de l'opposition. Dès qu'on a publié le projet, l'opposition s'est emparée de l'affaire. Françaises, Français, on n'apprend plus l'histoire de France à vos enfants. Et l'affaire s'est emballée dans les médias. Bonsoir, programme d'histoire sur la sellette, crime de lèse-majesté de la France. Pour en parler ce soir, nous recevons les spécialistes Laurent Deutsch, Patrick Buisson et Éric Zemmour. Mais avant cela, petit sondage dans la rue, que pensent les parents d'élèves? Eh ben, moi, jusqu'il y a 15 jours, j'en pensais rien du tout, j'en ai rien à foutre. Par contre, depuis 15 jours, dans les médias, quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, hein, ah ben moi je pense que l'histoire de France, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Donc forcément, un roman, si tu enlèves des chapitres, tu comprends plus rien. L'histoire de France, c'est pareil. C'est pour ça que le petit, je lui ai dit, il faut que tu connaisses tes rois, tes dates et tes départements. Voilà. Hein? Oui, c'est peut-être chiant, mais il n'y a pas de raison que le petit, il en chie pas aussi. Moi, j'ai appris comme ça, je me suis bien fait chier. Madame la ministre, les familles françaises, ce sont elles qui ne sont pas d'accord avec votre vision délétère de l'enseignement. Et le gouvernement est à l'écoute des Français pour un programme plus consensuel, plus rassembleur. C'est pourquoi j'ai décidé de refuser la première mouture proposée par le CSP et je lui ai demandé de reprendre ses travaux. Oui, là on est en juin. Alors, pour paraphraser Dostoïevski, fuck les experts. Fin de citation. Ouais. On va faire les mêmes programmes, mais en les changeant. Vous voyez? Comme disent les Indiens. Oui, comme disent les Indiens, vous savez, ils disent same, same, but different. Hein? Les profs? Les profs, ils auront tout l'été pour refaire leur programme. Après tout, ça sert à ça les vacances, non? Oh là là, Jean-Fils, tu savais, quand on a su qu'il allait avoir publié de nouveaux programmes, dans les syndicats, ça a été la panique. Parce que c'est toujours la même chose. Chaque fois, ils nous refabriquent les mêmes programmes, mais en les changeant. Et du coup, moi, là, je me retrouve avec des programmes encore plus lourds. Et, non, je vais pas démissionner de l'éducation nationale, non, c'est mon job. Seulement, moi, je m'éclate de moins en moins avec mes élèves. Et nous, on s'emmerde de plus en plus. C'est là que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de responsable, en fait. Enfin, ou bien tout le monde est responsable, j'en sais rien. C'est un problème systémique, en fait. Toutes les composantes sont dedans. Et là, t'es coincé, parce que t'as pas d'ennemis à abattre. Et tu sais pas comment faire. Alors, voilà. Sauf que, les programmes, depuis 2015, sont encore plus lourds qu'avant. Et alors là, alors il y a des avancées, hein. En collège, par exemple, il y a des avancées, mais alors, en cycle 3, là, en primaire, le Moyen-Âge s'intitule désormais le temps des rois. 95% de la population, pendant 1000 ans, en sont réduits à une seule phrase. Au Moyen-Âge, les paysans vivent pauvrement. Faisant disparaître ainsi 1000 ans d'histoire sociale. En clair, en 2015, le rêve de la droite a été rendu réel par le Parti socialiste. Une étude récente montre que les élèves reprochent à l'histoire géo d'être, je cite, une matière du par cœur. Tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part, en 98, en 68. Et il y a une phrase, moi, qui m'a interpellé, que j'aime beaucoup, c'est l'analyse de documents est appréciée par les élèves, mais elle est jugée chronophage par l'institution. Putain. Et je me suis dit, mais ouais, bien sûr. Bien sûr. On n'est pas sorti de là, en fait. C'est ça, l'histoire téléologique. L'enchaînement de contenu qui a, comme ça, à toute vitesse, là, sans place pour la critique, et qui emmène vers une finalité. Et je me suis dit, mais c'est quoi la finalité maintenant? Ah putain, le programme de 3e. Je vous le rappelle, le programme de 3e, vous vous souvenez, hein, premier trimestre, vous fadez la Première Guerre mondiale, des morts, hein, les tranchées, les gaz et tout ça, les gueules cassées, des morts, boum, derrière. Ensuite, vous avez toujours au premier trimestre, vous enchaînez avec la montée des totalitarismes. On vous enseigne Hitler, Mussolini et Staline. On parle pas de la révolution de 17, mais Staline, oui, tu vois, comme ça on met bien les trois dans le même truc, là, tu fais bien l'amalgame. Ensuite, derrière, tu as la Seconde Guerre mondiale qui arrive. Bim, la Shoah, génocide, des millions de morts, etc. Et là, c'est Noël.
Ouais, c'est la pause, tu vois. Tu t'es gavé de mort, de destruction et tout ça. Et là, bon, alors, tu as le temps de roter ta dindon marron, tu vois. Et là, tu reprends ton cours suivant, c'est quoi? Bah, l'affirmation de l'Europe libérale et économique comme une solution à tout ça. T'as compris l'enfumage? En fait, t'as galopé comme un fou. En clair, t'as pas le temps de faire d'analyse de la critique. Concernant la Première Guerre mondiale, par exemple, on te dit qu'elle est inéluctable. Eh ouais, aucun mot sur les mouvements pacifistes, aucun mot sur les scénarios alternatifs, aucun mot sur les femmes, aucun mot sur les critiques de l'état-major par l'état-major lui-même, comme dans les carnets de guerre de Louis Barthas, par exemple. Non, 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 non. Ah bah ouais, tout suit dans les tranchées, etc. En fait, bah voilà. En gros, ce que te propose l'histoire, c'est de te dire, bah, en fait, bah, l'histoire, elle est en ligne droite, comme ça. T'as aucun pouvoir d'agir. T'as aucun pouvoir, mec. T'as aucun pouvoir, mec. D'ailleurs, dans l'histoire, tu n'existes même pas. Voilà. Mais alors, la finalité, c'est quoi? Bah, c'est qu'en fait, cette histoire-là, telle qu'elle nous est présentée, en fait, pour nos jeunes de 3e, là, hein, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'adhères pas à l'idéologie libérale, en fait, eh ben, t'es qu'un va-t-en-guerre. T'es Hitler 2.0. T'es un gros nazi, quoi. Putain, mais c'est pas ça l'histoire que je me dis. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est pas ça. Enseigner l'histoire, l'histoire, elle est chaotique. Enseigner l'histoire, c'est enseigner la liberté. C'est montrer aux élèves que le futur n'est pas déterminé à l'avance. Ah ouais, c'est leur montrer bah, qu'ils ont du pouvoir d'agir. En fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que bah, la matière qu'on appelle histoire, avec la philo, mais seulement en terminale, c'est la seule matière qui te permet d'acquérir à la fois une conscience politique et du pouvoir d'agir. Bref, bah, l'histoire, en fait, bah, c'est une bombe politique. Bah, c'est peut-être pas étonnant, du coup, que les politiques veulent pas lâcher le contrôle sur les programmes d'histoire. Et là, bah, on est en 2025 et il y a une nouvelle réforme qui se prépare. Le 24 août dernier, Emmanuel Macron demande que l'histoire soit désormais enseignée chronologiquement. Ce type d'histoire chronologique associe des héros à des dates, qui visent à conforter leur sentiment d'appartenance à la nation en jouant sur la fibre émotionnelle. Ces usages mémoriels de l'histoire ont constamment alimenté des discours politiques qui occultent les questions à la fois scientifiques et pédagogiques que pose l'enseignement de l'histoire. Ben moi je prends le contre-pied de tout ça maintenant. Je me suis radicalisé pédagogiquement. Et ouais, avec, je fais de l'histoire médiévale un terrain de jeu pour l'histoire science. J'en sais quasi, même non plus du tout de contenu, en fait. Et ouais, mais du coup, qu'est-ce que je fais avec mes élèves? Eh ben, je leur propose directement des sources. On fait des trucs de dingue avec des CM1, par exemple, donc des élèves de 9-10 ans, on fait de la paléographie, des trucs qu'on fait à la fac. C'est-à-dire qu'on va aller déchiffrer des textes du XIVe siècle en vieux français, sur un vidéoproche, par exemple, tu vois. Alors, vous allez me dire, c'était dingue de faire ça. Mais en fait, non. Parce que, figurez-vous que, pour moi, elle commence par dire, ah, on dirait un peu du français. Je dis, bah ouais, bah allez bien, on va jouer à déchiffrer. Et en fait, je leur explique, tu vois, on a tous fait toute la cryptographie. Vous savez, quand tu as une étoile, on te dit que c'est A, un rond, c'est B. Tu vois? Et bah là, c'est pareil, en fait. Je leur donne les clés de lecture, et puis je les mets par petits îlots, comme ça, et puis ils déchiffrent chacun une phrase, et ça fait un texte. On fait donc une translittération, un déchiffrage de texte, quoi. Et à partir de là, bah, y a un texte en vieux français. Alors je leur ramène un glossaire, et puis là, eh ben, on aboutit à un texte, par exemple, qui va nous parler, un texte de Christine de Pisan, par exemple, une femme stratège du XIVe siècle, qui explique comment tenir un fief pour une seigneuresse. Voilà, de manière militaire, quoi. On va dire, c'est marrant, ça. Moi, je pensais que les femmes, elles étaient potiches, tu sais, qu'elles attendaient comme ça que leur mari revienne des croisades. Et je leur explique, du coup, bah, on fait une histoire, du coup, des droits des femmes. Voilà. Et surtout, ça leur montre que, bah, en fait, l'histoire du droit des femmes, bah, il est en dents de scie. Lui aussi, il est chaotique, qui peut être rayé d'un trait de plume. D'ailleurs, c'est ce qui se passera à la fin du XIVe siècle. Mais que sans être évidemment très très loin l'égal des hommes dans un siècle qui est patriarcal, au XIIIe siècle, bah, les femmes ont du pouvoir d'hériter,
de tenir un commerce, etc., machin, et tout ça, ça va être rayé de la carte. Mais que si on continue à tirer le fil de l'histoire comme ça, qu'il va y avoir des moments comme ça, de tentative de rétablissement d'un équilibre entre les hommes et les femmes. Mais que, et surtout, bah, à quoi ça sert? Je leur dis que, à quoi ça sert de nous dresser une histoire du droit des femmes comme ça, en ligne droite et en progression constante? Bah, ça permet de dire surtout, ouais, c'est bon, cocotte, la ramène pas avec ce que t'as gagné, là, déjà, puis, tu te souviens de ta grand-mère? Bon, alors voilà. Et ben non, qu'en fait, l'histoire est chaotique. Et on parle plein de trucs comme ça. Par exemple, on va parler des... Je joue la classe dominante. Donc, du coup, on va parler des droits et des devoirs dans la seigneurie, avec les paysans, notamment. Alors, je leur dis, bah, à un moment, il y a des impôts. Alors, les impôts, super. Les yeux s'éveillent. Déjà, premièrement, en revisibilisant les femmes dans l'histoire, tu gagnes la moitié de ta classe. Hein. C'est marrant, ça, la moitié de ta classe, c'est ching, ah ouais, super, c'est intéressant, enfin, tu vois, ça parle de nous. Alors, donc on va parler, alors, je parle des impôts. Alors, les impôts, là, alors, tout le monde, ouais, moi, monsieur. Et donc, ils sont capables de me citer tous les impôts féodaux. La taille, la gabelle, le sens, même des trucs que je connais pas, tu vois. Sérieux, que j'ai oublié, tu vois. Mais aucun n'est capable de me placer cet impôt dans son contexte médiéval, ni même de ce que c'est qu'un impôt aujourd'hui. Alors, je leur explique. Et puis, on va jouer là-dessus. On va parler des corvées, par exemple, le fait d'aller repaver la route. Là. Alors, les paysans, ils vont aller repaver la route au lieu d'aller travailler dans leur champ. Alors, ils font la gueule, tu vois. Mais sauf que quand ils reviennent en faisant la gueule, et les autres qui disent « Ouais, mais en repavant la route, en fait, ça nous permet d'aller à la foire d'Aubenas, la grande ville de chez moi, là, tout ça, et d'aller faire passer nos charrettes. Donc, en fait, ça sert le bien commun. Et c'est un truc collectif, quoi. Et alors ils s'engueulent. Et j'en dis « Bah, vos parents, c'est pareil. » Ils s'engueulent. Il y en a qui... Voilà, avec les impôts, c'est pareil. Parce que, évidemment, ils disent « Ouais, on paye trop d'impôts. » Puis il y a l'autre qui dit « Bah ouais, mais moi, ma mère, elle a un cancer. » Donc, s'il n'y avait pas le bien commun et à quoi ça sert les impôts, on parle service public, évidemment. Bah voilà. Et il y a du débat. Et je leur dis, bah voilà, il y a du débat. En fait, je me suis rendu compte que faire des parallèles, des analogies, incarner un point de vue et créer du débat, en fait, et ça percute les élèves. Parce que ça ne parle pas de vieux machins qui ont disparu il y a 1000 ans. Ça parle de leur problématique, de leur société. C'est faire, en fait, de l'histoire ce qu'elle est, c'est-à-dire une science humaine. Mais là, je me la pète devant vous, mais en fait, je ne devrais pas, parce que cette science, elle existe. Elle est même née en 1929. Parce qu'en 1929 est créée l'école des Annales par Lucien Febvre et Marc Bloch. Et l'école des Annales, elle nous dit quoi? L'école des Annales, elle nous dit que l'histoire, c'est la science de l'incertitude. Qu'elle est, je cite, chaotique comme la formation des étoiles. Que c'est l'étude de l'autre nous-mêmes du passé. C'est une science globale, celle de tous les humains, et pas seulement de quelques grands hommes. Et Marc Bloch, attention, hein, Marc Bloch, pas touche. Parce que Marc Bloch, c'est mon héros. C'est mon chevalier, à moi. Ce gars-là, c'est une tronche. Hein. En plus, il est médiéviste, donc ça m'arrange. Imaginez que ce type-là, non seulement il a cofondateur de l'école des Annales, qui est donc l'école historique qui inspire la recherche 100 ans plus tard, hein, mais surtout ce mec, il a écrit clandestinement, en pleine occupation, en 1942, clandestinement parce qu'il est juif et résistant. Il a écrit, sans aucune documentation, un bouquin qui s'appelle Métier d'historien, apologie pour l'histoire ou métier d'historien, et qui reste encore aujourd'hui le manuel de référence pour la recherche en histoire. Et sa place dans l'éducation. Eh ben, en 1942, donc sous le régime de Vichy, voilà ce que dit Marc Bloch. En notre époque, plus que jamais exposé aux toxines du mensonge et du faux bruit, quel scandale que la méthode critique manque à figurer, fût-ce dans le plus petit coin des programmes d'enseignement. Putain, ce type-là, il y a 80 ans déjà, il nous dit que si on enseigne la méthode critique, ce serait sans doute le meilleur rempart contre les fake news et les théories de complot. Quoi. Moderne, non?
Ouais, mais Marc Bloch, le résistant, sera arrêté et fusillé en 1944. Alors à la Libération, Lucien Febvre, l'autre créateur de l'école des Annales, va tenter de réformer les programmes d'histoire. Je vous rappelle qu'on sort quand même d'une des pages les plus abominables de notre histoire. Hein. Donc il y a une espèce d'urgence. L'urgence de la transformation sociale, l'urgence de la transformation des savoirs. Et je vous rappelle aussi qu'on étudie encore l'AVIS à cette époque-là, quoi. Ouais, bah, concernant l'histoire, l'urgence va prendre 10 ans. Avant d'être retoqué. 10 ans, c'est à peu près l'espace de temps qu'il y a entre deux tentatives de réforme. Mais alors, dans les années 50, sous De Gaulle, 60 sous Pompidou, 70 sous Giscard, 80 sous Mitterrand, puis Chirac, Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, même sentence. Tentative de réforme des programmes pour amener un peu de ça, blocage politique, retour au mythe national. Un bon vieux mythe national, plein de fantasmes. Un mythe national pour se la raconter. En août dernier, il y a un reportage sur Arte, j'espère qu'il est encore disponible, et qui s'intitule « La jeunesse n'emmerde plus le Front National ». Si vous ne l'avez pas vu, visionnez-le, il est édifiant. Et je peux vous dire un truc, c'est que moi, je me suis retrouvé face à des jeunes gens qui n'étaient pas du tout les mêmes fachos sur lesquels j'allais cogner dans les années 80. Ces gamins, ils sont même touchants, en fait. Ils se gourent, mais ils sont touchants. Mais surtout, il y a une phrase, parmi eux, il y a une... C'est que ces quatre jeunes gens qui vont faire du covoit pour aller au meeting de Bardella pour les européennes. Ils se rencontrent, il y en a deux qui se connaissent, je crois. Mais au milieu de tout ça, il y a une jeune lycéenne de 17 ans. Et elle a cette phrase qui m'a interpellé au milieu. Elle dit « Mais moi, je comprends pas qu'il y en a qui n'aiment pas la France. » Bah oui, en fait. Nous, la France, on a une belle histoire. Toutes ces guerres qu'on a gagnées, Napoléon, tout ça. Moi, je comprends pas qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Vous imaginez que cette jeune femme-là, en fait, pour elle, l'histoire de France, c'est une succession de guerres que parfois on va gagner, comme des matchs de foot, avec ces millions de morts. Et c'est ça qui fait la beauté d'une nation. Le fait qu'on verse du sang pour elle. Et bien, moi, je pense que tant qu'on continuera à gaver les élèves de contenu, et ben, ces futurs adultes continueront à se la raconter, à la fantasmer. Depuis 50 ans, on a à droite comme à gauche une succession de réformes. Mais elles sont toutes basées sur des grands hommes blancs, tous rois, tous chefs de guerre et chrétiens. Avec au milieu un empereur corse. Voilà. Ben voilà, j'en suis rendu à la fin, moi, et depuis 18 mois que je fais ce chantier, bah, je me suis écroulé. Parce que le programme idéal est impensable. Le problème est systémique. Il n'y a pas d'ennemi à abattre. Mes illusions politiques adolescentes ont volé en éclats. En allant vérifier des sources sur Action Directe, j'ai vu des trucs qui étaient franchement nauséabonds. Et ok, je fais de l'histoire vivante. Oui, c'est vrai, je fais de l'histoire vivante, super, mais ouais, je suis quoi là? Je suis tout seul là dans ce petit grain de sable tout pourri là. Et je me dis, mais je suis quoi là? On dirait un écolo qui a été parachuté sur le continent de plastique. C'est Koh-Lanta pour moi. Et alors, le dernier truc qui m'a flingué, c'est que du coup, en faisant la recherche de toutes ces réformes là, successives, là, tous les 10 ans, là, et toute cette lâcheté politique, en fait, parmi tous les ministres, il y en a un seul qui a posé sa démission sur la table au moment où sa réforme elle a été refusée. Une réforme qui allait vers ça. Giscard, chef de gouvernement à ce moment-là, refuse la réforme. Et lui, il dit, bah non, puisque c'est comme ça, je démissionne. Et ce type-là, c'était qui? René Habibi. Ce type-là, que je détestais par essence, parce que c'était un mec de droite, ce mec qui est le fondement de mon activisme politique et d'homme de gauche, ce gars-là, en fait, que je détestais, eh ben en fait, c'était un chevalier de l'histoire scolaire, putain! Bon, heureusement, c'était un très mauvais ministre de l'Éducation nationale, par ailleurs. Mais putain, mais tu vois, dans mon sujet de recherche, je m'aperçois que le type que tu détestes, en fait, c'est le seul qui est bon, quoi. Mais moi, ça m'a foutu un coup, ça m'a fait dégringoler, quoi. C'était, mais comment vous dire, la loose totale. Alors, j'ai repensé à ce que m'a dit mon vieux père, qui était chercheur en chimie, était chimiste, comme ça, il me disait... Quand tu es embourbé dans tes calculs,
La seule chose qui te reste à faire, c'est à reprendre depuis le début. Tu refais tes calculs et tu retournes aux fondamentaux. Et je me suis dit, bah, il faut que je reprenne les fondamentaux. Et moi, il faut que je vous avoue un truc, c'est que quand je veux me mettre à revenir aux fondamentaux, le premier truc que je fais, c'est que j'écoute du Motorhead, quoi. Parce que le métal de Motorhead, c'est un chevalier, dès qu'il voit le dragon, il gobe 2 speed et il descend une bouteille de bourbon. Et là, il saute du cheval et il tire pas son épée parce qu'il défonce le dragon à coups de tête. Ensuite, il va vers la princesse, ils partagent ensemble une 2e bouteille de whisky, ils font l'amour toute la nuit. Et ensuite, le lendemain, eh ben, il va chercher un autre dragon. Ah, il faut une certaine condition physique quand même. Il faut de la résistance. Ah putain, j'étais pas allé voir de ce côté-là. Merde, des résistances. Alors je suis allé voir du côté des résistances. Et ben j'en ai trouvé plein. Et puis ça date pas d'hier, tiens. Par exemple, j'ai découvert qu'en 1904, dans les milieux syndicalistes, avait été publiée une histoire de la France et de l'Europe qui est une histoire socialiste et antimilitariste. Bon, vous imaginez qu'elle va être immédiatement interdite par la Chambre des députés. Mais maintenant encore, il y en a des manuels alternatifs. Par exemple, ici, ce manuel d'histoire critique paru au Monde diplomatique. Alors ça, ça suit le programme, hein, mais seulement ça débunk les idées reçues, comme tous unis dans les tranchées, ou sans les Américains, on parlerait encore allemand, enfin des trucs comme ça, quoi. Il y a des bêtisiers, de manuels scolaires qui sont super. Et puis il y a aussi des manuels scolaires, par exemple, de l'étranger, comme par exemple la vision de la politique états-unienne vue par les manuels scolaires du Venezuela, tu vois. Histoire de changer le prisme un peu. C'est très drôle. Et vous avez des manuels d'histoire mixtes qui redonnent toute leur place aux femmes dans l'histoire. Et là, tu t'aperçois que c'est pas juste 2 icônes guerrières, genre Jeanne d'Arc, l'âme de gouge, là, aristocrate et tout ça. Non, mais c'est marrant, les femmes, elles existent, la moitié de l'humanité existe dans l'histoire, tu vois. Et elles sont savantes, elles sont marchandes, elles sont paysannes, elles sont sportives. Sur le Moyen-Âge, c'est incroyable. Elles sont enlumineresses, elles ont tous les métiers possibles, tous les corps leur sont ouverts, etc. Et il y a même des femmes forgeronnes, tiens, des femmes qui manient le métal. Parce que... le métal féminin, c'est le chevalier, dès qu'il voit le dragon, ben il s'évanouit. Alors forcément la princesse, elle sort du château, elle pète la gueule au dragon, elle ranime le chevalier, ils font l'amour parce qu'elle en a envie, et puis elle le largue, parce qu'elle est libre la princesse, merde. Il y en a partout des résistances, il y a des blogs et des sites un peu sérieux, Aggiornamento, Histoire, Géographie. Oui, mais c'est un site de didactique super intéressant qui va pourfendre l'histoire théologique et de redonner toute sa place à l'histoire sociale. Vous avez des sites de didactique, vous avez des sites académiques formidables. L'Académie de Guyane. Imagine, t'es prof en Guyane et tu dois étudier le Moyen-Âge. Nos ancêtres, les chevaliers, tu vois. Enfin, comment tu fais? Alors ils innovent et c'est trop bien ce qu'ils font. Il y a des vidéos évidemment sur YouTube, sur TikTok. Il y a Yann Bouvier, alias Yann Toucourt, qui débunk pas mal du discours politique, qui fait des super trucs. D'ailleurs, il vient de sortir aussi un roman graphique avec les microcosmes, où il traite de personnages très infimes de l'histoire, même des personnages dont on a très peu de traces et tout ça, c'est formidable. Avec un peu de discours sur la méthode aussi. Des romans graphiques si vous n'aimez pas lire. L'histoire populaire de la France, de Noiriel. L'histoire dessinée de la France dans la revue dessinée. 15 volumes. Mais vous savez, nos histoires de France toutes pourries qu'on avait en BD là. Ah, c'est pourri, c'est dégueulasse. Et ben là, en fait, pour chaque sujet, ils associent un ou une BDiste avec un ou une historienne, mais du dernier cri, quoi. Et donc, tu as les derniers travaux de recherche et tout ça. C'est moderne, c'est super, c'est pas du tout comme ça, et c'est super comme ça. Bref, c'est formidable. Il y a plein de résistances. Hurrah! On n'a pas du tout gagné, parce que, évidemment, dans le quotidien de l'enseignement, bah, c'est plein de frustration. Et puis, alors, je me dis, mais ouais, bah, c'est super, là, tout ce contenu, sauf que, bah, en fait, moi, je me suis dit, bah, ouais, mais attends, voir contenu, mais là, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et je suis allé voir aussi dans la fachosphère ce qui se faisait autour de l'histoire.
Oh putain, il y a des sites nauséabonds de folie avec pareil 300 000 followers et tout ça, c'est la totale quoi. C'est horrible. Je me suis rendu compte qu'en fait nos jeunes ils sont au cœur d'une bataille idéologique comme ça. Je te parle pas des dernières fêtes historiques qui sont carrément droitardes au possible. Et ce qui m'a enfoncé le clou, c'est une étude qui dit que, je cite, dans le champ historique, le savoir des élèves, oui, de toute manière, enfin, vous la cite, soyons honnêtes, de toute manière, dans le champ historique, le savoir des élèves ne s'acquiert pas à l'école, mais en dehors, principalement sur Internet. Sauf que je me dis, bah, plein de contenu, sans place pour la méthode, bah, c'est pire en fait, c'est la même chose. Hein. Et là, j'ai commencé à faire des insomnies. Et je dégringolais. Et puis, ni d'insomnie, il est entre 3h et 4h du matin. Et j'arrivais pas à dormir. Complètement obsédé par ce sujet-là, et en ne sachant que proposer. Et j'étais en train de lire Marc Bloch. Relire Marc Bloch avec sa méthodologie. Ça peut être chiant à lire parce que c'est très 1940, tu vois, un truc monsieur, quoi. Mais en même temps, putain, il a une rigueur de travail de ouf, quoi. Et je me dis, mais... Ouais, chapitre par chapitre. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on inverse la proposition, en fait? Si on arrête de rendre obligatoire le contenu, mais qu'on propose une progression de la méthode. Depuis la... Tu vois, en primaire, là... tu vas commencer par le temps. Je suis pas contre la frise chronologique, c'est juste son contenu qui est un peu pourri, mais c'est bien de savoir que le 13e siècle c'est après le 12e, tu vois, un moment quand même, quoi. Tu vois, c'est important. Bah non, mais que le Moyen-Âge c'est pas l'époque de ta grand-mère, tu vois, enfin des choses comme ça, quoi, voilà. Et puis ensuite tu observes des sources, mais juste tu vas voir des sources, quoi. Quand je dis observer des sources, il y a plein d'iconographie, de plein de choses, enfin bref, tu peux travailler comme ça sur des sujets, sur le vêtement, plein de trucs comme ça. Et puis tu arrives au collège et là tu commences à faire effectivement le choix des sources, le tri des sources, tu commences à faire de la critique de sources, et puis après, bah pourquoi pas, tu continues avec ça, tu fais de l'analyse. Et alors, mais alors sur quel sujet? Le contenu, en totale liberté pédagogique. Libre de tout thème et de tout contenu. Et ouais, et même tu peux faire des trucs super délirants. Tu peux faire de l'Uchronie. L'Uchronie, vous savez, c'est et qu'est-ce qui se passe si Jeanne d'Arc n'avait pas été brûlée, tu vois, des trucs comme ça, voilà. Ou de l'analogie, des personnages fiction. Garde de Blanche-Garde, c'est un personnage, c'est Forrest Gump en fait, il n'a pas existé, mais il est hyper sourcé, quoi. Et en fait, je me dis, tu as plein de manières de faire de l'histoire. Et en fait, s'amuser avec l'histoire pour faire de l'histoire. Je me dis, c'est possible ça? Des lignes de programme très générales qui nous laissent la liberté d'aborder les sujets comme on le souhaite, au prisme d'une histoire des femmes, au prisme d'une histoire des dominés, au prisme d'une histoire des Européens, au prisme comme on veut, on sait le faire. Et la restitution, elle serait une autre histoire, une histoire qui se raconte, mais pas une histoire qui se la raconte. Et je me dis, ben pour ça, c'est les profs qui doivent décider du contenu, pas le ministre. On a des bacs plus 5, après tout, à bout d'un moment, ça va quoi. On est quand même compétent sur nos pratiques et nos connaissances disciplinaires. Ce dont nous avons besoin, nous, aujourd'hui, en tant qu'enseignants, c'est qu'on nous laisse un peu travailler avec notre expertise professionnelle. Voilà. Et ben voilà. En fait, je me suis rendu compte de deux choses. C'est que si on veut demain pouvoir dire qu'on fait de l'histoire à l'école, qu'on enseigne l'histoire à l'école, il va falloir faire deux choses. Premièrement, appeler un chat. Et quand on est dans ce domaine-là, il faut arrêter de dire que c'est de l'histoire, ça. Vos enfants, ils font de l'éducation morale et civique, la plupart du temps. Mais surtout, ce qu'il faudrait, bah, c'est déconnecter le politique des programmes d'histoire. L'histoire doit former un citoyen. C'est pour ça que le politique s'ingère autant dans cette discipline. Si on postulait que l'histoire devait former la culture de l'élève, lui former une sorte de curiosité, je pense que le politique serait beaucoup moins présent et prégnant dans les débats. Ah, ça va mieux là.
Ouais, il me va ce tableau là. Mais c'est pas gagné, hein. Ouais, j'ai une amie qui est documentaliste en Seine-Saint-Denis et qui me dit comme ça, tu sais Jean-Philippe, ça arrange que les élèves ils restent un peu con-con, sans place pour la critique. Parce que du jour où ils pourront vraiment utiliser leur esprit critique, ce jour-là, ils auront vraiment du pouvoir d'agir. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? À ce stade-là, pas grand-chose. Encore une fois, le problème est systémique. Pour résoudre un problème systémique, pour péter un système, s'attaquer à une seule de ses composantes ne suffit pas. Il faut donc, pour cela, créer des alliances. C'est ce que je me suis dit. Politiquement, en politique, on n'a pas toutes et tous convaincus que tant qu'il n'y a pas d'alliance de classe, tant qu'il n'y aura pas d'alliance de la gauche, etc., machin, impossible de prendre le pouvoir. Et je me suis dit, bah, comment est-ce qu'on pourrait créer des alliances et avec qui? Entre qui? Alors, je me suis dit, bah, les trois seules composantes, c'est celle de la sphère de société civile. Les élèves, les profs et les parents d'élèves. Alors moi, ce que je fais, à la fin de chacune de mes interventions, je dis à mes élèves, je leur dis, ça va vos cours d'histoire avec votre prof, là, sinon, ouais, c'est pas ouf. Je leur dis, bah, vous savez quoi? Si vous n'êtes pas super fan de votre prof d'histoire, etc., même si vous êtes super fan, quoi qu'il advienne, la prochaine fois que vous allez aborder une thématique, faites-lui une blague. Ouais, faites-lui une blague. Allez le titiller ou la titiller. Dites-lui, monsieur ou madame, c'est quoi la place des femmes dans votre thématique, là? C'est quoi la place du peuple dans la thématique? Quelles sont les sources qui nous amènent à voir ce traitement? Et allez-y, poussez-le dans ses retranchements, là, juste pour le faire chier un peu, etc. En fait, en faisant ça, je sais pas, j'ai envie de croire qu'il y a un truc chouette qui va se passer. Parce que les profs d'histoire géo, à 80% du temps, c'est des historiens. Dans le milieu, on dit les géographes, eux, ils ont de la chance, ils peuvent trouver du boulot ailleurs. Être historien, avoir un bac plus 5 en histoire, ça veut dire avoir bouffé de ça et être fan de ça. Or, tu es dans un métier où tu es fan de ça et tu es obligé de faire ça. Tu vois? Mais si tes élèves, ils t'amènent sur ce terrain-là, je me dis que peut-être que, tu vois, il va y avoir des yeux qui vont briller, hein. Peut-être qu'ils vont rentrer dans le truc, peut-être qu'ils vont répondre, peut-être que ça va faire changer quelque chose, quoi, tu vois. À mes potes profs, je leur dis, ok, tu es obligé de rester dans le programme, machin, etc. Essaie juste de décaler un peu, tu vois. Fais un pas de côté, change de prisme, et tout ça, si c'est possible, quoi. J'essaie comme ça, tu vois, secrètement, de nouer des alliances. Et surtout, aux parents d'élèves, je leur dis, putain, arrêtez de vouloir que vos enfants, ils apprennent l'histoire comme vous l'avez apprise. Parce que ça vous a plu ou pas plu, parce que vous avez des profs qui disaient l'histoire trop bien, comme ça, etc. Mais ce qu'on enseigne, c'est de la merde. Donc arrêtez de vouloir ça. Et je me dis que peut-être, en faisant ça, là, en nouant ces alliances-là, peut-être qu'on pourrait arriver à écorcher un peu le système, là, être un peu rebelle, là, et retrouver notre cœur de nos 14 ans, un truc comme ça, tiens. Ça va être à toi. Assez. Merci. Merci. Ah, j'ai 14 ans. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans et je suis dans les pays de l'Est avec mon frère Olivier. En Roumanie, on rencontre des dissidents roumains dans un camping. Et parmi eux, il y a Dragoș. Dragoș, il est metteur en scène. Mais seulement un jour, il a voulu monter du Eugène Ionesco, ce qui n'a pas du tout plu au Parti communiste. Et depuis, il ne trouve même plus un job de balayeur. Dragoș, il est fan de rock, alors il insiste pour nous héberger, malgré l'interdiction qui est faite pour lui de nouer contact avec des étrangers, sous peine d'une amende d'1 mois de salaire.
sans compter les emmerdes qui vont avec. Durant les 3 jours et 3 nuits qu'on va passer chez Dragoche, à parler rock et politique, il y a des jeunes gens qui défient chez lui. Et parmi eux, il y a Odette. Odette, elle est violoniste, mais elle n'est pas encartée au Parti communiste. Du coup, autant vous dire que, même si elle est talentueuse, elle est invisible en termes de carrière. Un soir, on part sur la plage prendre l'apéro. Comme d'habitude, Odette a son violon et nous, on a nos bières. En cas de patrouille, la consigne est simple. Avec mon frère, Olivier, on ne doit parler sous aucun prétexte, pour ne pas mettre nos amis dans la merde. Évidemment, vous pensez que ça ne manque pas. Au milieu de l'apéro, un jeune militaire se pointe, seul, avec un pistolet mitrailleur en bandoulière et un toki à la ceinture. Et merde! On fait comme si de rien n'était. Et là, calmement, Odette sort son violon. Elle commence à jouer. Le jeune homme s'approche et il s'arrête, hypnotisé. Au bout d'un moment, une voix de plus en plus autoritaire s'échappe de son toki, mais lui répond pas. Il écoute la musique avec nous. Et maintenant, ça gueule dans le toki, mais lui, il réagit toujours pas. Je sais pas combien de temps ça a duré, s'il est parti avant la fin de la pièce musicale ou s'il nous a salués. Tout ce dont je me souviens, c'est que dans ma tête de 14 ans, ce jeune homme, à cause de la musique, avait résisté aux ordres de son supérieur. Quand j'avais 14 ans, je pensais à la musique comme une forme de résistance face à l'autorité. Et aujourd'hui, ça ne m'a toujours pas passé. Bravo! Quand même un concours d'applaudissements pour Camille et l'équipe de l'Enfricheuse quand même. Je vous laisse quelques instants avec Odette. S'il y en a qui doivent bouger rapidos, vous pouvez y aller. Et puis ensuite, je vais m'installer là et puis on discute.